Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kate, je suis la coordinatrice des programmes et services à la Société de la SLA du Québec. C'est vraiment mon plaisir aujourd'hui de présenter Marie Gagnon-Brousseau avec Carl Larocque, avec l'aide de Mathilde Lavoie sur notre conférence sur l'orthophonie. Et ça va être vraiment une conférence intéressante, pleine d'informations, je crois, pour tout le monde. Je commence avec une petite biographie pour Madame Gagnon-Brousseau et Monsieur Larocque. Marie est orthophoniste graduée de l'Université de Montréal en 2016. Elle travaille auprès de la population adulte et gériatrique, présente des problèmes de la communication depuis plus de 6 ans au Centre de réadaptation Lucie Bruno à Montréal. Plus précisément, depuis les 4 dernières années, elle se spécialise dans le domaine de la suppléance à la communication technologique auprès d'une population adulte variée à la clinique d'accès aux aides technologiques du Centre Lucie Bruno. Pour M. Larocque, Carl est orthophoniste, membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et également de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. Il détient une maîtrise sciences de 2005 du programme l'orthophonie de l'Université de Laval et il exerce au Centre hospitalier de l'Université de Montréal depuis 2007. Dans le cadre de ses activités professionnelles en soins aigus, il a exercé principalement dans les secteurs de la neurologie ainsi que dans le secteur de la chirurgie thoracique. En ce qui concerne sa pratique en soins ambulatoires, il ouvre à la clinique SLA et des maladies du neurone moteur, ainsi que la clinique de voix. Ses principales occupations professionnelles s'orientent autour des troubles de la déglutition, oropharyngée. Oups, Carl, c'est un mot que je ne peux pas dire vraiment bien. Oropharyngée, des troubles acquis de la parole ou de la voix, ainsi que des dysfonctions laryngées. Il est clinicien enregistré Modified Barium Swallow Impairment Profile. Merci à vous deux et à Mathilde et bienvenue tout le monde à cette conférence. Je donne la parole maintenant à nos conférenciers. Merci beaucoup, Kate, pour cette opportunité-là, pour ma collègue Marie et moi de présenter aujourd'hui. De ce que je comprenais aussi, donc, c'est orienté vers les personnes qui ont une SLA et leur famille, mais aussi à des professionnels aussi là, qui exercent en santé. Donc, je vais essayer d'adapter la présentation en ce sens-là. On va espérer que ça puisse aider. Je vais partir mon chrono tout de suite parce que je vais essayer de respecter le temps qu'on s'est donné. Donc, Marie et moi, on va avoir chacune une période de 30 minutes à la suite desquelles on se donne une période de 10 minutes là, pour faire un retour sur des questions. Puis à la toute fin, on se réserve une période de 30 minutes là, qui se veut un échange un peu plus dynamique là, selon les besoins. Vous pouvez écrire dans le chat et puis donc on va espérer pouvoir répondre à l'essentiel des questions. OK, donc parfait. Donc, clinique SLA. Donc, oui, j'exerce au CHUM. Je travaille auprès d'une clinique interdisciplinaire. C'est une recommandation phare nord-américaine pour les personnes qui ont la maladie, la SLA. Donc, de recevoir des services via une clinique interdisciplinaire. Donc, ça fait partie des meilleures pratiques là, associées. Donc, peut-être rapidement parler de qui exerce à la clinique. Donc, évidemment, il y a une équipe de neurologues, il y a une infirmière clinicienne, il y a une infirmière qui est dédiée à la recherche. Il y a aussi une psychologue, une intervenante en soins spirituels. Puis, il y a vraiment des services aussi qui gravitent directement au CHUM ou via les CLSC notamment. Donc, des services de pneumologie, des services pour avoir des tests de fonction respiratoire, gastroentérologie, angioradiologie. Il y a aussi des besoins des fois en neuropsychologie. Évidemment, tous nos collègues là, de la réadaptation, physiothérapie, ergothérapie et la nutrition clinique.
Je voudrais nommer aussi là, le programme, là, le PNAVD, là, le Programme national d'assistance ventilatoire à domicile, qui est aussi un partenaire essentiel qui travaille avec nous. Il y a aussi donc les soins qui concernent l'aide médicale à mourir et aussi les dons d'organes et évidemment la Société SLA Québec. Rapidement, là, juste quelques secondes là, pour dire l'orthophonie. Donc, c'est quoi? Donc, on est des experts en ce qui concerne la parole, le langage, la communication et la déglutition. En Amérique du Nord, on doit détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans ce domaine. Et puis, évidemment, au Québec, d'être membre en règle de notre ordre professionnel, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Donc, pour parler de ce qu'on offre et ce qu'on peut offrir, je dois parler d'aspects un peu plus techniques, là, puis évidemment, donc, de la SLA même, de la maladie. Donc, pour bien traiter, il faut bien comprendre. Donc, la définition de la maladie, là, donc, qui date de longtemps, de Charcot, donc, c'est une maladie neurodégénérative des systèmes moteurs volontaires là, qui se manifeste par une faiblesse progressive avec des signes du motoneurone supérieur et inférieur. La notion d'atteinte ou d'avoir des signes de ces motoneurones-là importe beaucoup, en fait, dans notre prise en charge, en tout cas en orthophonie pour ma part, parce que ça donne des signes cliniques, des symptômes qui sont différents. Il faut bien comprendre ces symptômes-là pour pouvoir bien informer et bien traiter par ailleurs. Donc, un neuromoteur, donc, juste rapidement, là, donc c'est une cellule nerveuse là, qui vient contrôler, en fait, les mouvements du corps. Donc, quand il y a des atteintes de motoneurones supérieurs, ce qu'on voit, c'est souvent, en fait, de la raideur musculaire, ce qu'on appelle la spasticité, et ça a une implication, en fait, dans la vitesse de mouvement et aussi dans la force des muscles qui sont touchés. Puis, lorsque ce sont des motoneurones inférieurs, donc on voit souvent de l'atrophie et on peut voir aussi des sautillements musculaires qu'on appelle des fasciculations. Donc, ce sont deux types de symptômes, de signes cliniques qu'on peut voir qui touchent des muscles. Donc, ça touche la motricité. En général, donc, il y a deux formes. C'est la forme qu'on appelle à début bulbaire et à début spinal. Début bulbaire, donc bulbaire fait référence aux muscles de la tête, du cou et les muscles du visage. Donc, rapidement, étant donné que la localisation de ces atteintes-là en termes d'étage, donc ça donne lieu en début de maladie, ça va donner lieu à des troubles de la voix, à des troubles de la parole, puis à des troubles aussi de la déglutition. Donc, ça peut être une voix qui change, une intensité qui devient faible, une voix qui devient plus éteinte, ou ça peut être aussi une voix qui devient un peu plus rauque ou serrée, donc selon les atteintes justement de type de motoneurone. Puis dans à peu près donc, le 2/3 du temps, donc c'est la forme à début spinal qu'on peut voir où les atteintes sont un peu plus focales au début. Dans à peu près 15 des cas aussi, on peut voir des atteintes un peu plus du langage, des troubles acquis du langage. Ce qui est un peu moins connu, puis qui ne fait pas partie des critères diagnostiques de la maladie, puis qui est très important pour nous en orthophonie, notamment dans l'évaluation de la déglutition, j'y viendrai un peu plus tard, ce sont les troubles sensitifs qu'on observe dans la maladie. Donc, jusqu'à peu près 30 des gens qui ont la SLA vont présenter des troubles sensitifs qui ont été documentés là, dans les études, ça fait un bon bout de temps, dans des paramètres de conduction nerveuse. Donc, ça peut être une atteinte qui est focale, donc d'un membre donné, ou ça peut être l'étendue du muscle. Puis ça peut commencer donc d'un côté, comme les atteintes de la maladie, et se transférer donc de l'autre côté. Et j'y viendrai un peu plus tard, là, pourquoi c'est important de mentionner ça, parce que ça ne fait pas partie des critères diagnostiques, mais ça accompagne la maladie et c'est central, en fait, dans l'évaluation puis dans le traitement. L'autre chose aussi, donc on en a parlé, donc c'est une maladie qui touche les muscles. Donc, ça a un impact sur la respiration, donc sur les muscles de la respiration. Donc, il y a une atteinte donc, du bulbe rachidien, puis aussi des atteintes, plus à proprement dire, donc des atteintes musculaires qui sont touchées. Mais les poumons demeurent normaux, en fait, dans le contexte de la maladie, à moins qu'il y ait des antécédents qui vont toucher donc les poumons. Ça peut être des maladies. Le plus commun, c'est des maladies pulmonaires chroniques là, qui sont déjà présentes.
mais ce n'est pas une maladie qui va toucher les poumons en tant que telle, à moins qu'il y ait une infection ou, comme je disais, des antécédents. Donc, c'est une maladie qui évolue là, donc au départ d'un côté, qui va aller de l'autre côté. Donc, d'un côté, il va se latéraliser de l'autre côté, puis après ça, donc, les atteintes aux musculaires vont apparaître au-dessus ou au-dessus des atteintes qui sont déjà présentes. Vous savez déjà, c'est pour ceux qui ont la maladie, donc c'est une maladie qui est terminale. Et les complications sont généralement associées à des insuffisances respiratoires ou à des complications associées à la respiration. Donc, pourquoi je mentionne tout ça d'emblée? Je le disais d'emblée tantôt d'entrée de jeu, là, pour bien traiter, il faut bien évaluer, puis il faut comprendre tous ces aspects-là. Donc, les aspects de troubles qui concernent la motricité, des troubles qui peuvent avoir lieu qui touchent la sensibilité, et aussi, donc, la respiration qui est au cœur aussi, puis je vais en parler de la production de la voix qui fait partie aussi de la parole, et aussi quand on avale. Donc, quand on produit de la voix, donc on produit de la voix sur l'expiration. Donc, ça prend des bonnes capacités ventilatoires pour produire de la voix. Et aussi, ça prend une intégrité des structures impliquées au niveau du larynx. Donc, c'est minimalement 2 systèmes. C'est 3 systèmes, la production de la voix, mais c'est la respiration et le système laryngé, les deux ensemble. Donc, si les pressions expiratoires sont diminuées ou les capacités de fonction vitale sont diminuées, ça peut avoir un effet sur la production de la voix. Et si aussi il y a des atteintes aux cordes vocales, donc les muscles qui permettent de rapprocher les cordes vocales ou de les écarter, donc ça peut avoir un effet sur la voix. Donc, on peut voir dans certains cas, comme je le disais, une voix qui devient faible ou une voix qui devient plus rauque, plus serrée notamment. La parole, donc la parole, donc c'est sans rentrer dans les détails, donc c'est 5 composantes. C'est donc, tantôt je parlais des atteintes vulvaires, donc c'est l'intégrité des muscles qu'on dit orofacial au niveau du visage et la production de la voix, donc tout ça ensemble. Donc, à partir du moment que des muscles sont touchés, soit en raideur ou soit en faiblesse ou en présence d'atrophie, ça a un impact sur la parole. Je reprends la dernière phrase. Ça a de l'impact sur la parole. On est très efficace pour produire de la parole. Si on segmente ça, ça a de l'impact sur la parole. A, de, la, imp, a, e, l, a, p, a. Voyez-vous, c'est long. Donc, à partir du moment que les muscles sont touchés avec de la raideur musculaire ou de la faiblesse ou tout ça, rapidement, quand la langue est touchée, le voile du palais, les lèvres, les joues, tout ça, ou la respiration, ça a de l'impact rapidement, en fait, dans l'efficacité. Évidemment, ça a de l'impact sur l'allure naturelle. Ce n'est pas l'allure que je donnais, mais je veux dire, ça prend du temps. Donc, quand les muscles sont impliqués, ça a de l'impact sur l'allure naturelle de la parole, sur la capacité à se faire comprendre. Et ça a des impacts fonctionnels dans certains cas. Et donc, de bien comprendre ça, puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, donc donner des conseils, des stratégies, puis orienter vers des besoins. Puis, donc, ma collègue Marie va pouvoir vous parler justement donc, de plusieurs technologies qui existent là, pour pouvoir ne pas s'isoler et de diminuer les impacts fonctionnels associés aux troubles de la parole. Avaler aussi, donc, un aspect qui est au cœur, donc, toutes les structures ici, là, orofaciales et les structures qu'on a au niveau de la gorge, qu'on dit donc du pharynx et du larynx, où il y a les cordes vocales, sont impliquées là, dans avaler, mais aussi toute la fonction respiratoire, c'est-à-dire le coussin d'air qu'il y a dans les poumons. Donc, on avale à des moments qui sont précis, donc qui permettent de mieux protéger les voies respiratoires. Je vais expliquer ça un petit peu plus en détail, mais donc, quand on évalue les capacités de déglutition, on regarde donc la fonction en elle-même, à quel point il y a des difficultés ou pas, ou à quel point ça va bien dans la progression de la maladie. Et aussi, on évalue ce qu'on appelle la protection des voies respiratoires. Ça fait référence aux capacités, en fait, de se protéger d'aspiration. C'est quoi une aspiration? C'est du matériel, ça peut être à partir des sécrétions naturelles,
qui proviennent du nez, de la salive, des sécrétions qu'on a dans la gorge, ou bien les liquides ou les solides ou les médicaments qu'on prend, de pénétrer les voies respiratoires. Le larynx, son premier mandat, en fait, c'est de protéger les voies respiratoires inférieures, donc les poumons. Et donc, si on veut, là, comment il est construit, si on veut, donc, il y a une possibilité si on veut, de rentrer pour se rendre jusqu'aux cordes vocales. C'est un peu comme si on rentre chez quelqu'un, donc on ne rentre pas directement dans une pièce. Là. Il y a un espace où il y a un tapis où on peut mettre nos manteaux. Donc, il y a un vestibule, si on veut, donc il y a une entrée. Puis, à partir du moment qu'on rentre dans l'entrée, on parle d'une pénétration. Puis, à partir que du matériel va dépasser le niveau des cordes vocales, donc on va parler d'aspiration. Donc, ce qu'on veut, c'est mieux comprendre, en fait, quand il y a des muscles qui sont touchés par la maladie, à ce niveau-ci. Donc, on veut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis à quel point on protège bien, que les voies respiratoires sont bien protégées pour diminuer les risques d'infection des voies respiratoires. Parce que du matériel qui va pénétrer les voies respiratoires peut augmenter le risque donc, de développer une pneumonie qu'on appelle une pneumonie d'aspiration. Donc, je parlais du vestibule. Donc, oui, donc c'est une entrée, si on veut, et c'est une zone qui est extrêmement sensible. Donc, quand on parle d'étouffement ou de toux, c'est normal, c'est une zone qui est prévue justement donc, de protéger les voies respiratoires, de protéger les poumons. Donc, je donne l'exemple souvent du grain de sable. Là. Si on prend un grain de sable, on le met dans la paume de notre main, à peine, on le sait qu'on l'a mis là, mais c'est à peine si on va le sentir. Mais si je le mets sur la langue ou sur le palais, c'est très dérangeant. Puis si je le mets, par exemple, quelque part, j'allais déposer ce grain-là quelque part dans la gorge, ce serait extrêmement irritant. C'est normal. Donc, c'est une zone qui est extrêmement innervée. Puis si je vais le mettre dans l'entrée des voies respiratoires, c'est épouvantable. Donc, on va vraiment vouloir se dégager. C'est extrêmement dérangeant. Donc, c'est normal que ce soit une zone qui est très, très sensible parce que le premier mandat du larynx, c'est de protéger les voies respiratoires. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Puis, tantôt, je faisais le lien aussi avec la raideur, j'en ai pas parlé, mais dans les atteintes de motoneurones supérieurs, ça peut donner lieu aussi à des réflexes qui sont plus vifs, qui sont augmentés. Dans certains cas, donc, le larynx, le réflexe de protection des voies respiratoires peut devenir d'autant plus important. Donc, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard sur ça, mais donc, on veut comprendre les manifestations. Donc, quand on évalue, donc on veut comprendre la fonction, puis aussi à quel point le larynx fait bien son travail, puis en même temps, dans quel cas, là, on peut donner des conseils qui sont un petit peu plus adaptés ou plus pointus. Donc, évidemment, quand on évalue avalé, donc c'est le questionnaire très sensible sur les symptômes, mais aussi l'absence des symptômes qui sont rapportés. Et toute la panoplie de signes cliniques là, qui sont associés, les étouffements, sensation de résidus, écoulement, des fois qui peut couler le bord des lèvres s'il y a une perte de force, notamment des lèvres. Quand les muscles ici, qu'on appelle les masséters, sont diminués aussi, capacité à bien croquer, à mastiquer. Puis dans la gorge aussi, bien, selon les signes cliniques, ça nous guide vers d'approfondir en fait l'évaluation. Je me fie beaucoup aussi sur les tests de fonction respiratoire qui sont faits à la clinique pour savoir justement à quel point il peut y avoir un bon coussin d'air sous les cordes vocales. Idéalement, on aurait un appareil qui nous permet de mesurer plus objectivement la qualité de la toux, mais on le fait subjectivement pour le moment. J'y reviens donc aux atteintes sensitives. Je parlais tantôt, donc quand on touche, dans certains cas, donc les membres peuvent être un peu anesthésiés. Donc, s'il y a des anesthésies ou des paresthésies, donc des diminutions de sensibilité au niveau de la gorge, au niveau du larynx, ça peut favoriser ce qu'on appelle des fausses routes ou des aspirations qui sont un peu silencieuses, c'est-à-dire qui passent inaperçues à notre évaluation. Dans certains cas, avec le temps, les orthophonistes sont un peu, on les piste, on les devine par la subtilité de ces signes-là, mais quand même, on peut rater dans certains cas. Il peut y avoir vraiment des aspirations totalement inaperçues à l'évaluation clinique. Et c'est dans ce contexte-là et notamment, là, étant donné les atteintes respiratoires, les atteintes ici qu'on peut suspecter avec une bonne évaluation clinique, où on va recommander de faire une évaluation qui est plus objective et qui est plus complète, qu'on appelle une gorgée barytée modifiée.
et qui est fortement recommandé là, dans les recommandations nord-américaines, particulièrement lorsqu'il y a une SLA où il y a des atteintes bulbaires. La question qu'on se pose actuellement là, dans la recherche ou dans les gens qui sont impliqués dans ces groupes-là, je parle de NILS notamment aux États-Unis, c'est plus le moment où on doit faire l'examen quand il y a des atteintes bulbaires. Mais la raison ou le motif de le faire, c'est indéniable. Donc, cet examen-là, c'est un examen qui est simple. C'est comme des photos qu'on prend. Pour avoir un bon examen, ça nous prend minimalement 30 images à la seconde. On utilise un barium aussi pour ajouter. C'est standardisé la plupart du temps avec un protocole qu'on utilise ici au CHUM, qui est le MBSA-MP. Et ça nous permet de regarder notamment là, à peu près une dizaine d'amplitudes de muscles qui participent en fait à la déglutition au niveau du cou. Mais on a aussi une vue d'ensemble sur la phase orale et la phase pharyngée. J'accélère un peu parce que je vois le temps qui... OK. Un élément qui est peut-être moins abordé, en fait, quand on parle de maladie, et aussi des signes cliniques, c'est avec le temps, parce qu'on a un grand volume de gens qui fréquentent la clinique. Et j'ai observé au fil du temps que des gens nous rapportent, surtout en début de maladie, des toux qui sont très fortes. Donc, ils vont nous dire, par exemple, qu'il est en train de circuler ou il était assis devant la télévision ou que sais-je, ils font une activité X. Puis à un moment donné, ils se mettent à tousser et c'est comme si la respiration bloque tout d'un coup. Aussi, en buvant des liquides ou, bon, ça peut arriver. Donc, tantôt, je parlais aussi de pénétration, là, donc je vais revenir sur un élément. Par exemple, si, prenons comme exemple, la toux est somme toute bonne, les fonctions respiratoires sont correctes, les capacités de déglutition, ça va bien, la fonction, il n'y a pas beaucoup d'atteintes encore, et les gens rapportent des toux qui sont extrêmement puissantes et de la difficulté à reprendre l'air après. Donc, ça laisse croire qu'on est quelque part là, dans des réponses qui sont trop fortes au niveau du larynx. Je reviens sur les atteintes de motoneurones supérieurs, donc des réflexes qui sont plus vifs, des réflexes augmentés. Donc, c'est possible que c'est comme un spasme ou un déséquilibre de force entre les muscles qu'on dit qui participent à rapprocher les cordes vocales ou à les ouvrir. Et ça fait qu'il y a une fermeture qui se prolonge en fait des cordes vocales et ça permet à l'air donc de ne pas que l'air, qu'il y a un passage qui est plus difficile de l'air au niveau ici, au niveau du larynx. Et dans certains cas, donc, c'est très préoccupant pour les personnes qui ont la maladie, d'autant qu'en partant, donc, juste le diagnostic, c'est énorme. Donc, puis en même temps, on entend parler de pneumonie, on veut protéger nos voies respiratoires, et puis là, il y a ces réponses-là. Donc, il faut comprendre qu'un liquide ne peut pas obstruer les voies respiratoires, les sécrétions non plus. À partir du moment que les mécanismes sont assez bien préservés au plan de la respiration, ça ne peut pas bloquer les voies respiratoires. Cependant, ce réflexe-là, amenant les cordes vocales à être fermées pendant un certain temps, ça empêche la circulation d'air. Donc, on appelle ça des fois un spasme laryngé ou un laryngospasme, ou peut-être c'est quelque chose entre ça et un déséquilibre de force. Et dans ce temps-là, c'est important en fait de diriger puis de poser des questions à votre orthophoniste, à savoir que vous avez ces manifestations-là et on va vous guider en fait pour essayer de rapidement en fait sortir de cet épisode-là. Et quand c'est trop important ou trop fréquent, en fait, c'est important d'orienter vers un ORL ou vers ici, comme on a une clinique de voix, donc ça peut avoir de l'importance. Dans certains cas aussi, ça peut être une paralysie des cordes vocales ou une parésie. Donc, il faut se rappeler que c'est une maladie qui touche les muscles. Les cordes vocales, ce sont des muscles. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait une parésie des cordes vocales et que ça soit difficile pour ouvrir les cordes vocales. Donc, c'est plus facile peut-être de les fermer, mais plus difficile pour les ouvrir. Dans ce cas-là, les orthophonistes, on peut porter attention à si on entend une voix serrée ou ce qu'on appelle un stridor. Donc, si des gens ont des difficultés respiratoires à l'absence de déclin au test de fonction respiratoire, ça aussi, c'est important de référer en ORL. Donc, on parle souvent d'hyperréflexie, de spasticité puis de réponse forte. Et ce que j'observe dans la clinique, c'est à peu près tous les gens que j'ai suivis, c'est que ça apparaît plus en début de maladie, là, probablement quand, justement, c'est là qu'il y a le plus de raideur dans certains muscles touchés.
Puis après ça, ben, tranquillement, s'il y a des atteintes de motoneurones inférieurs qui s'ajoutent, c'est comme si ça atténue ces réponses-là tranquillement. En général, les conseils que je vais te donner vont faire une différence pour résoudre là, ces épisodes-là. OK, donc j'essaie de voir où j'en suis rendu. Ben, le traitement, évidemment, est au cœur, je le disais tantôt, pour bien traiter. Là, je ne rentrerai pas dans des détails associés au traitement parce que c'est tout le temps des traitements qui sont individualisés. On s'adapte vraiment à tout un chacun. Évidemment, il faut tenir compte de la posture, des positionnements globaux, des postures naturelles, des atteintes des membres supérieurs, s'il y en a. Est-ce que quelqu'un est tributaire d'aide de se faire alimenter, par exemple? Les médicaments qui sont pris, est-ce que dans certains cas, est-ce qu'il y en a qui restent dans la gorge, dans la bouche? C'est important de poser beaucoup de questions et de s'adapter. Et aussi, je dis toujours, moi, ce que je fais comme l'essentiel de mon travail, en fait, c'est de l'accompagnement. C'est de m'adapter, en fait, aux souhaits et aux choix de la personne qui a la maladie. C'est une succession de deuils, c'est des troubles qui s'ajoutent. Et puis, donc, il y a manger, et puis ça fait partie du plaisir de la vie. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont dire non, moi, ce que je veux, c'est oui, prévenir, me prévenir le plus possible de développer une infection, mais en même temps, non, je veux continuer à manger. Dans ce cas-là, je les accompagne en vue que ce souhait-là se fasse, donc de favoriser, quand c'est possible, la fonction d'avaler et de prévenir en même temps les infections lorsque c'est possible. Lorsque les gens veulent aller en radiologie, faire l'examen, je le fais. C'est un examen qui peut être confrontant, mais qui donne l'heure juste. Dans certains cas aussi, on peut donner des conseils qui sont plus adaptés. Donc, en traitement, donc, par rapport à la parole, donc c'est les conseils, c'est les stratégies, puis rapidement, donc, orienté en réadaptation. Marie va pouvoir vous donner beaucoup d'informations, en fait, là, sur l'essentiel des informations là, sur la prise en charge en réadaptation. Puis par rapport à avaler, donc, comme je le disais, donc, c'est revenir sur l'essentiel de l'évaluation, assurer des réévaluations dans le temps, garder contact. Et puis, après ça, c'est par rapport à la protection des voies respiratoires, j'appelle ça la sécurité immédiate puis la sécurité à terme. Donc, la prévention ou la diminution des risques de développer une infection respiratoire, je le vois comme une sécurité comme plus à terme. Puis la sécurité immédiate, pour moi, fait référence à quand il y a des risques qu'il y a une obstruction des voies respiratoires. Donc, avec quoi ça peut se produire? Notamment la prise de solide lorsque les capacités ne sont pas là pour bien mastiquer, pour rendre ça vraiment comme c'était des purées, ou la prise de médication qui est entière. Donc, dans ces cas-là, par exemple, j'explique les risques associés d'avoir recours à la manœuvre de Heimlich. Si c'est des gens qui vont dire non, moi, je veux continuer à manger, puis j'arrive pas à tout mastiquer, ou c'est impossible d'écraser les médicaments. Donc, et on réfère tout le temps aussi auprès du neurologue, de l'infirmière et du pharmacien là, pour quand on veut changer là, comment la médication peut être donnée. Mais la sécurité immédiate fait vraiment référence à diminuer les chances d'obstruction des voies respiratoires. Donc, contrairement à un liquide ou à des sécrétions naturelles, et lorsque la fonction respiratoire est touchée significativement, ben, il y a des risques. Hein? Les cordes vocales, ce n'est pas des structures qui sont très longues et non plus, donc l'ouverture des voies respiratoires, c'est des millimètres. C'est important aussi que je revienne sur toute la gestion des sécrétions naturelles, dans ce qu'on appelle le médecin, la sialorée, donc les capacités à traiter la salive. Donc, il y a plusieurs personnes, au fur et à mesure que la maladie va évoluer, vont rapporter avoir un excédent de salive. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une production qui est augmentée de salive, c'est plus une capacité de gestion de cette salive-là. Donc, étant donné les muscles sont touchés en amplitude puis en vitesse et en capacité aussi et en force, donc ça a un impact sur le nombre de déglutitions à la minute et ça fait que ça s'accumule davantage et le moindrement qu'on est positionné de telle façon ou lorsqu'on dort ou une sieste où on mange ou on est un petit peu naturellement penché vers l'avant, il peut y avoir des écoulements de salive. Donc, c'est voir c'est quoi les options. Souvent, l'équipe va traiter avec de la médication. Donc, c'est de la médication dont l'effet secondaire vient. Donc, c'est l'effet secondaire qui est recherché, là, qui veut avoir un effet asséchant. Et il y a toute la gestion des sécrétions aussi. Il arrive des fois, des gens vont dire là, je sens des sécrétions qui s'accumulent au niveau de la gorge, là, c'est dérangeant.
ou des sécrétions qui sont plus basses au plan pulmonaire. Donc, à ce moment-là, ben, il y a des médicaments aussi qui existent là, pour aller liquéfier là, ces sécrétions-là. C'est important d'en parler avec son orthophoniste ou avec son neurologue ou l'infirmière qui vous suit. Donc, ce dont je parlais tantôt, là, les réactions qui sont fortes, extrêmement important d'en parler aussi avec son neurologue ou avec votre orthophoniste. Le PNAVD, tantôt, je parlais le programme d'assistance ventilatoire. Donc, aussi, lorsque c'est indiqué, ça peut avoir un impact très important là, pour favoriser, premièrement, l'état général. C'est très fréquent que les patients avec une SLA présentent de l'hypoventilation alvéolaire chronique. Donc, en fait, en gros, là, c'est une diminution de l'oxygène, étant donné qu'il y a moins de ventilation. Donc, il y a la capacité d'air qui est inspirée est diminuée. Ça fait qu'il y a moins d'oxygène dans le sang et une augmentation aussi du gaz carbonique. Donc, ça fait que ça amène plein de symptômes, notamment de la fatigue. Donc, lorsque c'est installé chroniquement, là, le BiPAP est conseillé. Il peut avoir des avantages qui sont considérables là, sur l'aspect de confort, diminuer la fatigue, et ça a de l'impact qui favorise vraiment tous les mouvements là, de pression inspiratoire et expiratoire. Il y a aussi, lorsque l'atout est trop faible ou il y a une diminution importante de l'atout, là, il y a deux types de traitements qui sont conseillés. Donc, on a le recrutement alvéolaire, puis ce qu'on appelle le cough assist, là, je ne me rappelle pas du nom en français, mais pour le recrutement alvéolaire, en fait, ce que ça fait, c'est que ça augmente la capacité vitale. Là, on insuffle une partie d'air dans les poumons, puis ça augmente l'efficacité de l'atout et de la gestion des sécrétions, et ça a l'avantage de prévenir notamment l'apparition de pneumonie en dégageant les sécrétions ou les petits blocs muqueux là, qui peuvent se produire. Puis ça peut aussi optimiser là, la voix par la suite après le traitement. Puis quand le recrutement alvéolaire devient moins efficace, le cough assist, c'est un traitement qui est similaire, mais qui est un peu plus agressif. Donc, en gros, là, si je conclue, il me reste à peu près 1 minute. Donc, quand on regarde les pratiques optimales, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est un topo très rapide, en fait, sur l'importance de comprendre la maladie et ses effets et ce qu'on peut faire pour mieux comprendre et traiter ce faisant selon la compréhension des signes et l'absence des signes cliniques dont on est témoin, qu'on évalue. Et ça se résume avec, lorsque c'est possible, une prise en charge précoce dans le contexte d'une évaluation interdisciplinaire. Il y a des données épidémiologiques, là, je ne dis pas que ça se réfère à ce que je vois dans ma clinique, mais au plan nord-américain, entre les premiers symptômes de la maladie et d'avoir un diagnostic, c'est 21 mois. Donc, c'est considérable. Il arrive des fois que je vais voir des gens pour la première fois et puis la parole est presque supprimée, extrêmement difficile avec des impacts fonctionnels qui sont manifestes et des troubles de déglutition qui sont très importants. Donc, d'emblée, on souhaite avoir une prise en charge précoce, mais il arrive où on arrive très tardivement dans la maladie, mais quand même, on essaie d'offrir le mieux, puis on accompagne. C'est ce qu'on offre le plus, c'est de comprendre et offrir c'est quoi les choix et les souhaits de la personne. Donc, parmi les pratiques optimales, donc c'est une évaluation clinique optimale, approfondie de la parole et de la déglutition, incluant un examen de toutes les structures qu'on appelle du mécanisme oral périphérique, en portant une attention aux aspects de la sensibilité, des réévaluations ponctuelles dans le temps. À notre clinique, en général, c'est aux 3 mois ou aux 2 mois, dans certains cas, quand la maladie est bulbaire et évolue très rapidement. L'évaluation de la GBM dont je vous parlais en radiologie qui est fortement encouragée quand il y a des atteintes bulbaires. Le défi, en fait, c'est de savoir le moment qu'on doit la réaliser, puis de rapidement orienter pour les aides technologiques à la communication. Et moi, si j'ajouterais dans ce dernier élément-là, c'est considérant le nombre de personnes qui ont une SLA, c'est de porter une attention aux réponses qui sont un peu hors normes, les taux qui sont très forts. On peut agir et on peut faire une différence, là. Alors voilà. Donc, j'ai une période d'une dizaine de minutes pour pouvoir répondre à des questions. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont déjà glissés. Bonjour Carl, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de questions encore dans la discussion, dans la boîte de discussion. Si quelqu'un a une question, s'il vous plaît,
démute votre microphone et peut-être montrer votre visage sans vidéo avec la vidéo. Et nous avons quelques minutes pour des questions avant que Marie va faire son présentation sur son travail dans un centre de réadaptation et technologie communication. Jusqu'au moment, pas de questions. Ça OK. me semble que Fait c'est très clair. très clair. En tout cas, j'espère que ça donne de l'information à la fois, parce que là, comme tu nous disais, il y a des professionnels de la santé aussi, donc ça peut peut-être aussi aider à... c'est peut-être vous qui allez décider si on enchaîne. De toute façon, il va y avoir une période aussi à la fin qui est dédiée à répondre à des questions, puis à avoir un échange un peu plus aussi. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions à ce moment-là, je veux donner... Ah, nous avons quelque chose de Madame Thériault. Pour l'aide à la communication, faut-il encore être capable d'avaler? C'est deux choses complètement séparées, là, évaluer la parole puis la déglutition. La fonction d'avaler pourrait être touchée sévèrement ou pas. Il pourrait avoir des besoins. En fait, il faut vraiment voir c'est quoi les besoins associés à la parole. C'est vraiment ce qui va motiver de faire une demande. Peut-être si j'ajouterais, mais c'est certainement plus Marie qui pourrait répondre à ça aussi. Mais c'est certain qu'à la clinique, si on voit des gens de différents territoires, donc, on sait que, étant donné des fonctionnements dans les différents centres de réadaptation, dans des aspects de gestion, il peut y avoir des délais d'attente qui vont différer en fait d'un endroit à l'autre. Dans tous les cas, lorsqu'il y a des besoins, je produis une demande, mais il n'y a pas de lien avec la déglutition. Merci beaucoup. Je donne la parole à Marie. Merci. Oui, bonjour. Ben, je complète sur la question. Si on comprend bien la question, pour l'aide à la communication, faut-il encore être capable d'avaler, comme le disait bien Carl, c'est deux fonctions qui sont différentes, là, le fait d'avaler puis le fait de parler. Donc, au final, il n'y a pas là, de prérequis, c'est-à-dire pour accéder, je ne sais pas si c'est la question, mais pour accéder au service et avoir de l'aide pour la communication, est-ce qu'il faut encore être capable d'avaler? Non, pas nécessairement. Là, dans le sens que les services, comme le disait Carl, se développent selon vos besoins, où vous vous êtes rendu, puis on vous offre le service dont vous avez besoin, selon vous personnellement, dans le fond. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, par contre. Madame Thériault pourra nous... Merci. Monsieur Lessard, est-ce que vous avez une question? Vous avez ouvert votre microphone. Ouais, non, pour l'instant, ça va. OK, d'accord. Merci. Merci à vous. OK, mais si j'ai déjà... OK, oui, donc je continue la sous-question de Madame Thériault. Donc, si j'ai déjà des troubles sévères d'élocution, est-ce que je peux encore bénéficier d'aide à la communication? Oui, assurément, c'est justement le but des aides à la communication, c'est justement si les troubles sont sévères puis que vous avez des difficultés importantes à vous faire comprendre, c'est là où les aides technologiques à la communication ou les aides à la communication non technologique, parce que ça existe, là, peuvent vous venir en aide. Donc, il n'y a pas de prérequis à savoir il faut que la parole soit bonne ou mauvaise. Nous, on vous donne l'aide dont vous avez besoin là où vous êtes rendu. Puis, bien entendu, si la parole est encore intelligible, si l'élocution est encore bonne, ben l'aide technologique dont vous allez avoir besoin va être différente que si votre parole elle est plus atteinte, vous avez plus de difficultés à vous faire comprendre. D'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que tout dépendamment où les gens sont rendus dans l'évolution au niveau de la parole, ben c'est sûr que si on réussit à pouvoir intervenir un petit peu plus tôt quand la parole est encore bonne, on peut faire des choses comme enregistrer sa voix d'avance ou enregistrer des messages d'avance, mais ce n'est pas obligé de faire ça. Si on ne l'a pas fait, puis notre parole est très atteinte, mais on veut quand même bénéficier d'une aide, il y a mille et une façons là, de pouvoir communiquer, même si on n'a pas enregistré notre voix d'avance. Donc, ce n'est pas non plus un prérequis. Donc, en espérant que ça répond rapidement à votre sous-question, Madame Thériault,
Puis je trouve ça intéressant parce que c'est une belle introduction à notre deuxième partie là, qui va plus être axée sur les aides à la communication. OK. Je vois votre autre question. Elle est super intéressante. Je vais y répondre au cours de ma présentation, en fait. Puis si jamais je ne lui ai pas répondu, je vais y revenir à la fin. Donc, la question de Mme Thériault, c'est à qui je demande ça? Est-ce que je demande ça à mon neurologue d'avoir accès là, aux aides à la communication, tout ça? Fait que je pense que d'abord, je vais un peu vous présenter c'est quoi les types de services qu'on offre en suppléance à la communication. Comment est-ce qu'on peut obtenir ce type d'aide-là, puis comment est-ce qu'on peut justement accéder au service. Donc, mais avant tout, j'aimerais peut-être que vous compreniez un petit peu mieux c'est quoi avant là, d'aller à comment accéder au service, si ça vous convient. Puis je suis désolée, là, je vais juste le dire au cas où je suis à la maison parce que malheureusement, on a attrapé la COVID, toute la famille. Donc, il y a ma fille de 18 mois qui est dans une autre pièce, mais si jamais vous entendez des bruits ou quoi que ce soit, aussi éruption dans mon bureau, j'en suis désolée, mais on va essayer de gérer la situation comme on peut. Donc, c'est ça, en fait, si j'introduis, je vais faire du pouce sur ce que disait Carl. Le mot accompagnement, j'aime beaucoup ce mot-là. Puis je veux d'emblée dire, les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont peut-être à des moments différents de l'évolution de la SLA. Puis peut-être même, comme le disait Carl, ont plus une SLA qui serait de type bulbaire versus les SLA spinales. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, les manifestations au niveau de la parole ou au niveau physique, donc au niveau des mains ou des jambes, ne seront pas les mêmes, ou du moins ne seront pas dans le même ordre ou le même timing. Donc, ça se peut que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous vous reconnaissiez beaucoup là-dedans, puis ça se peut que vous ne vous reconnaissiez pas, et c'est correct, mais dans le fond, je vais essayer de parler des différentes aides à un peu tous les stades de l'évolution de la SLA. Donc, moi, je travaille au Centre de réadaptation Lucie Bruno à la clinique d'accès aux aides technologiques. Ça, c'est sur l'île de Montréal. Et notre homologue, nous, on fait l'est de l'île de Montréal. Notre homologue qui fait l'ouest de l'île, c'est le centre Constance Lethbridge, donc qui offre des services là, en aide technologique. D'emblée, je veux dire que ce type de service-là existe à travers le Québec, mais va peut-être s'organiser de façon différente selon les régions. Mais sachez que dépendamment où vous habitez, c'est sûr qu'il y a un centre ou un service qui est développé dans votre secteur. Mais il ne va peut-être pas porter le même nom, ce ne sera peut-être pas les mêmes critères d'admission, les mêmes délais d'attente, mais ça existe, c'est sûr. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on fait à la clinique d'accès aux aides technologiques? C'est quoi le type de service qu'on offre? Comme on le disait tantôt, on offre de l'évaluation puis de la recommandation pour tout ce qui est aide technologique à la communication. Donc, pour trouver un outil de suppléance à la communication pour compléter votre parole ou pour la remplacer si vraiment elle n'est plus du tout fonctionnelle. Et donc, cet outil-là technologique va répondre à vos besoins. Ça va vraiment être une évaluation qu'on va faire avec vous. Ce qu'on offre aussi, c'est l'accès aux technologies. Donc, tout dépendamment si vous utilisez des technologies, c'est possible qu'au cours de l'évolution de la SLA, l'utilisation de l'ordinateur devienne plus difficile parce que les mains sont moins fonctionnelles, que l'utilisation du téléphone devienne plus difficile, l'utilisation de la tablette électronique. Donc, le travail des ergothérapeutes à notre clinique, c'est vraiment de vous aider à ce niveau-là, de mettre certaines adaptations en œuvre pour que vous puissiez continuer le plus longtemps possible à utiliser ces appareils-là. Puis également, tout ce qui est l'accès à l'environnement. Donc, l'exemple typique, c'est utiliser la télé, par exemple. Si l'utilisation de la manette devient plus difficile, on va essayer de contrôler la télé d'une façon différente, en fait. Donc, ça, c'est plus le rôle là, des ergothérapeutes pour donner accès aux technologies, donner accès à votre environnement pour continuer à contrôler les choses autour de vous malgré les atteintes. Puis le rôle de l'orthophoniste, c'est vraiment plus d'aller identifier quel outil de communication va être le mieux pour vous et surtout, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Parce que le but de la suppléance à la communication, c'est de préserver l'entièreté de la personne que vous êtes, en fait. Donc, tout ce que vous dites maintenant, ou que vous puissiez le dire, mais d'une autre façon. Donc, que vous puissiez continuer d'écrire ce que vous voulez dire en utilisant un clavier. Puis ça se peut que ce ne soit pas avec un clavier d'ordinateur, ça se peut que ce soit en contrôlant un appareil avec une modalité alternative dont je parlerai tout à l'heure, mais le but, c'est que vous puissiez continuer
à interagir avec vos proches, puis à participer le plus socialement. Là, tantôt, Carl le disait, de briser l'isolement qui peut être créé là, par la perte de la parole, dans le fond. Donc, voilà, donc j'ai expliqué le rôle de l'orthophoniste. Moi aussi, je me réfère un petit peu à mes notes. Donc, voilà. Puis, bien entendu, comme je l'ai déjà dit, mais on va travailler aussi beaucoup en collaboration avec les ergothérapeutes pour s'assurer que vous puissiez contrôler votre appareil de communication. Donc, si ce n'est pas directement avec les mains, on va essayer de trouver une autre façon. Puis, on le fait en collaboration avec les ergothérapeutes. Si j'ai besoin de me moucher aussi, je vais lever la main puis vous me laisserez un moment. Je vais bloquer mon micro, ça va être plus décent. Donc, c'est quoi la suppléance à la communication? En fait, je vais vous l'expliquer, puis après ça, je vais vous montrer des exemples. Des fois, on dit suppléance à la communication ou outil de suppléance à la communication ou outil de communication. Puis des fois aussi, on entend le terme communication alternative augmentée. Donc, j'aime ce terme parce que dans le fond, c'est une communication alternative. Donc, c'est de dire, je vais trouver une autre façon que ma parole pour communiquer. Puis, c'est une communication qui est augmentée parce que dans le fond, je viens compléter ma parole. Donc, je viens comme ajouter un autre truc pour compléter ma parole. Puis, c'est toujours important pour moi de dire aux gens que l'outil de communication, ça va juste compléter tout ce que vous utilisez déjà pour communiquer. Donc, même si la parole est très atteinte, c'est possible que les yeux parlent, le non-verbal parle, la façon d'être parle, puis tout ce que vous avez développé aussi avec vos proches depuis tant d'années, ils connaissent votre personnalité, ils connaissent votre façon d'être. Donc, tout ça, c'est une bonne façon de communiquer, puis ça transmet beaucoup d'informations, des fois plus que la parole elle-même. Donc, l'appareil de communication vient un peu être une seconde parole, mais ne vient pas remplacer ou écraser toutes les autres belles façons naturelles que vous avez de communiquer. Donc, dans le fond, nous, notre rôle, c'est de trouver l'appareil de communication qui va vous convenir, puis de trouver un petit peu le coût-bénéfice. Donc, l'appareil qui va répondre à vos besoins de communication, c'est quoi vos habitudes? Est-ce que vous avez l'habitude de communiquer plus au téléphone? Est-ce que vous avez l'habitude plus de communiquer en personne, en grand groupe? Donc, d'aller voir ça avec vous, puis aussi de voir quel outil va répondre à vos capacités actuelles. Comment est la parole? Est-ce qu'elle est encore intelligible, mais c'est juste que vous êtes plus fatigué en fin de journée, donc l'appareil viendrait juste compléter votre parole en fin de journée? Est-ce que c'est plus un appareil que vous allez utiliser presque 100% du temps? Donc, c'est un peu ça qu'on regarde. Puis aussi, encore une fois, comment est-ce que vous allez le contrôler? Est-ce que ça va être avec les mains? Est-ce que ça va être avec un interrupteur? Est-ce que ça va être avec les yeux? C'est aussi ce qu'on regarde. Donc, peut-être que je peux vous montrer quelques exemples déjà de ce à quoi ça peut ressembler des appareils de communication. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici, j'ai un iPad. Tu sais, excusez, j'ai quitté l'écran, je suis là. C'est que quand on parle d'appareils de communication, mais ça peut être un peu n'importe quoi. Là. Ça peut être un iPad, ça peut être une tablette Windows, comme un ordinateur, mais qui est sous forme de tablette. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette Android. Il existe aussi des appareils de communication qu'on appelle des appareils dédiés. Fait que ça veut dire que c'est pas un appareil grand public là, que tout le monde peut se procurer. C'est vraiment un appareil qui est fait juste pour la suppléance à la communication. Donc, au final, ça peut être n'importe quoi. Rendu là, c'est le rôle de votre orthophoniste de trouver ce qui vous convient. Là, je dis ça parce que c'est pas de dire, moi, je veux un iPad. C'est plus, moi, je veux un appareil qui va m'aider à communiquer. Après ça, on trouvera c'est quoi qui va être le plus aidant. Fait que là, moi, je vous montre un iPad pour commencer, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut et qui marche tout le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une application de suppléance à la communication de base sur laquelle il y a un clavier pour pouvoir écrire des messages et communiquer, puis sur laquelle il y a des messages préparés d'avance pour aller un petit peu plus vite. Donc, dites-vous que si vous pouvez écrire, c'est sûr que c'est une belle façon de pouvoir transposer ce que vous voulez dire avec la parole. Donc, vous l'écrivez, puis après ça, vous pouvez faire prononcer votre message avec une synthèse vocale. Si dans certains cas, la personne ne peut pas écrire parce qu'elle n'a jamais appris à lire ou à écrire, il y a aussi d'autres alternatives. À ce moment-là, on va utiliser plus des applications sur lesquelles il y a des pictogrammes, où il va y avoir des symboles, où là,
il n'y aura pas nécessairement de clavier, mais on va plus se baser là, sur des images là, pour vous aider à communiquer. Là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est plus pour les personnes lettrées qui savent lire et écrire. Je suis toujours là. Vous m'entendez? Parfait. Donc, je vais vous partager ici l'application sur le iPad. Vous allez le voir à l'écran. Donc là, je suis sur mon iPad, puis je vais aller chercher l'application en question, qui s'appelle Assistant Parole. C'est juste un exemple parmi tant d'autres applications qui existent. Encore une fois, on va se baser sur vos besoins. Donc, est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous parlez une autre langue? Donc, ça aussi, ça va teinter le choix d'application qu'on va faire. Donc, par exemple, je vais effacer ce qui est écrit ici. J'écris mon message au clavier. Allô, comment ça va? Est-ce que vous avez entendu? On entend bien. Donc là, vous voyez, c'est une voix d'homme. Donc, il y a plusieurs voix de synthèse comme ça qu'on peut utiliser, sélectionner. Ça, c'est une voix de synthèse générique qui est disponible dans l'application. Comme ça. Et si je veux aller plus vite, bien, je peux aussi avoir enregistré d'avance certaines expressions, certaines phrases d'avance que je voudrais pouvoir utiliser. Donc, par exemple... Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Comment tu vas? Wow, minute papillon. Okay, ça, c'est une expression que je dis souvent, que je voulais enregistrer d'avance, puis qu'elle est là. Donc, voilà, c'est un exemple rapide. Tantôt, pendant la période des questions, s'il y a plus de questions, quoi que ce soit, on pourrait y revenir, approfondir, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais quitter le partage d'écran, puis je vais revenir avec vous. Très bien. On m'entend toujours? Excellent. Donc, ça, c'était un exemple sur iPad. Et là, vous avez vu, bien, vous n'avez pas vu, mais moi, j'utilisais le iPad avec mes doigts. Donc, je touchais l'écran tactile tout simplement. Donc, c'est une des façons d'utiliser. Puis là, ce que je vais faire, si vous le voulez bien, puis je regarde les questions au chat en même temps, c'est super, on va pouvoir y répondre. Je vais vous montrer je vais me moucher en fait. Pardon. Je vais vous montrer un logiciel de communication qui, lui, est plus sur ordinateur. OK? Donc, ça, ce serait sur genre une tablette style Windows ou quoi que ce soit. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Puis, ce logiciel-là permet d'accéder à l'appareil de manière alternative. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas les capacités suffisantes au niveau des mains pour pouvoir toucher l'écran tactile pourrait l'utiliser de différentes façons. Donc, je vais vous montrer en débutant comment quelqu'un pourrait utiliser cet appareil avec ses yeux, par exemple. Donc, je vais vous le montrer à l'écran, puis à la fin de la... Ben, est-ce que Mathilde, tu voudrais aussi le montrer maintenant? Je vais le montrer à l'écran, puis après, tu serais prête? Dans le fond, ma collègue Mathilde est avec nous, puis moi, je vais montrer un petit peu ce que ça donne à l'écran, puis Mathilde va pouvoir vous montrer ce que ça donne quand c'est elle qui le contrôle avec ses yeux pour vous donner un exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'application en premier. Est-ce que vous m'entendez toujours, même si je partage l'application? Super. Donc là, je suis dans le logiciel de communication qui s'est fermé, vraisemblablement. Hop.
OK. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous verriez sur la tablette Windows, par exemple, devant vous, où vous avez différents modules pour vous permettre là, de communiquer. Donc, quelqu'un qui peut accéder à la tablette avec ses doigts n'aurait qu'à cliquer sur les différents blocs, sur les différents boutons. Mais quelqu'un qui ne pourrait pas et que la seule modalité d'accès qui serait possible pour cette personne-là serait de contrôler avec ses yeux, par exemple, pourrait regarder la case qu'il veut activer, puis au bout d'un certain moment, la case s'active. Donc, moi, je vais le faire avec mes yeux, mais vous ne me verrez pas faire. Là, je le fais à mon ordinateur, mais vous allez pouvoir voir Mathilde tout à l'heure. Donc là, je regarde le bloc discussion qui s'active. Et donc, j'écris un message rapide, toujours en regardant les lettres qui s'activent quand je les regarde suffisamment longtemps. Et je vais aller comme ça, écrire mon mot, puis je vais utiliser la prédiction de mots ici pour aller plus vite. Et donc, comme ça, en utilisant mes yeux, je sélectionne les cases et Bonjour, comment ça va? avez-vous entendu la synthèse vocale? Donc là, cette fois-ci, c'est une synthèse vocale féminine. Donc, les deux synthèses vocales que vous avez entendues jusqu'à maintenant sont des synthèses vocales génériques qui sont faites d'avance, qui sont disponibles sur les différents logiciels et applications. Donc, voilà. Puis là, je vais vous montrer un autre exemple puisque j'y suis déjà avant que Mathilde vous fasse la démonstration. J'aurais aimé vous montrer une autre façon d'accéder. Qui serait, par exemple, si pour moi, le contrôle à l'œil n'est pas bon, n'est pas fonctionnel parce que j'ai de la fatigue aux yeux, c'est trop fatigant, c'est pas assez précis, quelqu'un pourrait utiliser ce qu'on appelle le balayage par interrupteur. Donc, c'est d'utiliser comme un bouton là, ou une switch en bon français sur lequel on clique pour aller avancer dans les boutons puis activer les cases à l'aide d'un bouton. Ça peut être un bouton qui est placé à la main, ça peut être un bouton qui est placé à la tête. Le bouton va être placé là où la personne va être capable de l'activer. C'est vraiment ça. On y va en fonction de vos capacités, de vos besoins. Donc, par exemple, si je vais en balayage, je vais vous repartager mon écran, ce ne sera pas long. OK, donc je suis encore sur le même logiciel de communication. Je débute mon balayage, donc j'utilise mon interrupteur. Moi, je vais utiliser un interrupteur qui est sur ma main, là, qui est placé sur ma table, donc vous ne le verrez pas. Mais quand je vais cliquer, vous allez voir, ça fait avancer. Oups. Je vais juste aller ajuster les paramètres. Donc, ça, c'est aussi le travail des professionnels qui vous aident à aller jouer dans les paramètres pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, moi, je vais utiliser, tiens, une souris pour aller activer mes cases. OK. Donc là, vous voyez, c'était peut-être rapide, mais chaque case s'allumait. Puis quand la bonne case en couleur était de la bonne couleur, j'ai cliqué pour dire oui, c'est là que je veux aller. Donc là, je vais aller écrire mon mot bonjour. Chaque ligne va s'activer. Puis quand je suis sur la bonne ligne, je vais cliquer. Quand je vais être sur la bonne lettre, je vais cliquer. Ah, mon mot bonjour est là. Puis je vais aller le faire prononcer. C'est vraiment pour vous montrer des exemples, juste que ce soit un petit peu plus concret pour vous. Parce que des fois, on peut parler chinois là, quand on dit méthode d'accès alternative, tout ça, c'est peut-être flou pour vous. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà pour les exemples que je voulais vous montrer. Donc, je vais arrêter de partager. Et si ma collègue Mathilde est prête, en fait, Mathilde, tu pourrais montrer un peu ce que ça donne. Oui, bonjour.
Donc, moi, je suis Mathilde, je suis une collègue de Marie. Puis, étant donné qu'elle ne pouvait pas être au bureau aujourd'hui, c'est moi qui vais faire la démonstration. Je ne sais pas si tout le monde me voit en gros maintenant, parce que l'appareil est quand même petit. Oui? OK. Donc, là, je vais seulement, vous voyez, je n'utilise pas mes mains. Il y a cette petite caméra-là qui est en dessous de ma tablette, puis c'est elle qui capte mon regard. Donc, je vais seulement avoir à regarder mon écran pour écrire mon mot. Oups. Ce ne sera pas loin, elle ne capte pas mes yeux. Bon, c'est toujours quand on veut faire une démo que ça ne fonctionne pas. Ça marchait tantôt. Pas de problème, je te laisse, comme là, Mathilde essaie que la petite caméra dont elle parlait détecte ses yeux pendant qu'elle poursuit ses essais techniques. Ah! Bon, je l'ai. Ça fonctionne. Donc là, vous voyez, je n'utilise pas mes mains, mais la zone en surbrillance dans l'écran se déplace. Puis j'ai pu écrire mon mot sans toucher à l'écran et sans avoir à bouger. Merci Mathilde. C'est plus parlant quand on voit quelqu'un le faire. Donc, encore, je reviens un peu sur l'idée, quels sont vos besoins, quelles sont vos capacités. C'est vraiment là-dessus qu'on va se baser pour identifier le meilleur outil pour vous. J'insiste là-dessus parce que là, aujourd'hui, on vous a montré, je vous ai montré un iPad que j'ai utilisé avec mes doigts. On vous a montré un ordinateur sous forme de tablette que Mathilde a utilisé avec ses yeux. C'est des exemples parmi tant d'autres. Donc, quand on veut une aide technologique à la communication, je pense qu'il faut avoir en tête, comme je disais tantôt, je veux communiquer. C'est ça mon besoin. Après ça, alors que comme je le disais, si on dit je veux tel appareil ou je veux, bien, ça se peut que tel appareil ne réponde pas à vos besoins ou que telle application ne réponde pas à vos besoins. Donc, c'est vraiment le travail de l'orthophoniste de faire l'enquête puis de dire, bien, c'est quoi la meilleure application pour le meilleur appareil pour vous. Donc, ce pourquoi je répète ça, c'est que ça nous amène un peu à toute l'importance de l'évaluation. Donc, c'est sûr que là, la technologie est de plus en plus accessible de nos jours. Tout le monde a une tablette chez eux ou au moins un ordinateur, tout ça. Pas tout le monde, mais c'est de plus en plus démocratisé. La plupart des gens ont ça à la maison. Donc, c'est sûr que ça peut être tentant d'explorer, de faire des essais, tout ça. Puis, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Comme ça, vous pouvez vous familiariser avec les différentes applications, tout ça. Mais c'est sûr qu'avant d'acheter quelque chose, avant de vraiment faire des grosses démarches, je pense que ça peut être important, voire essentiel, d'avoir vraiment une évaluation en orthophonie puis en ergothérapie pour voir ce qui correspond le mieux à vos besoins. Parce que ça peut être plate de débourser, de faire des démarches puis de dire, ben voyons, ça ne marche pas ou ça me prend plein d'énergie ou ça ne répond pas trop à mes besoins. Mais c'est peut-être parce que ce qui avait été identifié en premier n'était peut-être pas la meilleure voie à prendre finalement. Donc, c'est pourquoi je parle aussi du processus d'évaluation, c'est qu'effectivement, ça peut prendre un certain temps de vraiment regarder ce qui est le mieux pour vous, de voir où vous en êtes aussi dans l'évolution, tout ça, de la SLA pour dire, OK, est-ce que c'est un bon timing pour introduire l'appareil, tout ça. Puis, comme je le disais tantôt, l'auditoire aujourd'hui, je ne vous connais pas, j'en vois certains, mais ça se peut que vous vous reconnaissiez dans ce qu'on dit, puis ça se peut que vous ne vous reconnaissiez pas dans la mesure où il y a des gens où en début de maladie, lors du diagnostic, quand la parole est encore très intelligible, peuvent avoir de la difficulté à se projeter puis à dire, ben c'est quoi les troubles de parole que je vais pouvoir expérimenter. C'est flou pour moi, j'arrive même pas à m'imaginer. Puis certains aussi vont dire, je veux même pas me l'imaginer, j'ai même pas envie d'y penser tout de suite. Donc, c'est sûr que quand on se dit un peu, j'y penserai quand ça arrivera ou on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière, ça peut être une façon de voir les choses, mais c'est juste de garder en tête que des fois, quand on est rendu à la rivière, puis qu'il faut traverser le pont, ben
après ça, on peut pas toujours traverser le pont tout de suite. Il faut faire l'évaluation, il faut regarder ce qu'il y en est. Donc, peut-être que des fois, quand on est devant le fait accompli, on voudrait traverser le pont très rapidement, on voudrait avoir l'outil rapidement, alors que là, à ce moment-là, ça se peut là, que il y a certains délais là, par rapport à l'évaluation puis l'obtention des appareils, qui ne sont pas des délais là, astronomiques, mais qui quand même, je pense que l'idée de penser un peu d'avance, puis l'idée du timing de l'évaluation peut être intéressant. Puis ça m'amène à dire qu'au final, le meilleur timing, ce n'est pas celui que moi je vous dis aujourd'hui. Le meilleur timing, c'est le vôtre. Parce que même si on vous dit qu'il faut y penser d'avance, puis il faut regarder ça à l'avance, si vous n'êtes pas prêt, puis que ça ne vous intéresse pas, bien, ce n'est pas le bon timing. Le bon timing, c'est quand vous êtes prêt, puis que vous sentez que vous pouvez vous investir là-dedans. Fait que peut-être que c'est quand vous êtes à moitié prêt ou plus qu'à la moitié prêt, puis que vous commencez à regarder ça, que ça peut être une bonne idée là, de commencer le processus. Ce qui m'amène à vous parler, je pense qu'il y a eu plusieurs questions là-dessus. Je vois le chat, des questions super pertinentes que je vais répondre dans mes derniers points. Quand je parle du timing, puis du fait que chacun est prêt à son propre moment à réfléchir aux aides technologiques à la communication, ça m'amène à vous parler de ce qui s'appelle, je vais le dire en anglais, là, puis on va se comprendre, là, mais ce qui s'appelle le voice banking et le message banking. Donc, est-ce que, on dirait que je ne vois pas tellement si les gens peuvent lever la main, mais j'aurais envie de vous poser, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Puis là, je vois du monde qui font non, pas vraiment. Puis là, je ne vois pas tout le monde, mais bref, on va faire semblant que non, puis je vais vous expliquer c'est quoi. Mais en fait, le voice banking et le message banking, donc si je le traduis, c'est comme de banquer sa voix ou de banquer des messages à l'avance. Donc, c'est sûr que quand on apprend qu'on a la SLA, puis qu'on se fait dire par notre neurologue ou par justement notre orthophoniste qui connaît bien ça, qui va nous dire, bien, écoutez, on s'attend à ce que la parole soit atteinte, puis à ce qu'elle soit atteinte de manière évolutive. Donc, plus ça avance, moins la parole va être intelligible finalement, plus ce sera difficile de vous faire comprendre. Donc, déjà, on dit, bon, on sait que ça va arriver, on peut le prévoir. On ne peut pas toujours prévoir à quel rythme, on ne peut pas toujours prévoir quand ça va arriver, mais on sait qu'inévitablement, un jour, ça va arriver. Donc, en sachant ça, pour ceux qui veulent le faire, parce que c'est vraiment un choix personnel. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas du tout quelque chose qui est obligé ou qui est un prérequis pour accéder aux services d'aide à la communication, pas du tout. Mais pour ceux qui le désirent, c'est possible d'enregistrer sa voix à l'avance, puis d'enregistrer des messages à l'avance pour que le jour où j'aurai besoin d'un appareil de communication, j'aurai des échantillons de ma voix alors qu'elle était encore intelligible. Donc, ça permet de conserver l'aspect naturel de la voix. Donc, c'est quoi la différence entre le voice banking, donc banquer sa voix versus banquer des messages? Banquer sa voix, on peut faire ça avec des compagnies en ligne, c'est-à-dire que je vais enregistrer plusieurs messages, puis avec les messages que je vais avoir enregistrés, la compagnie va créer une voix de synthèse. Donc, comme les deux voix tantôt qu'on a entendues, il y avait une voix masculine, une voix féminine, le logiciel va créer une voix de synthèse qui va ressembler à ma voix. Donc, ce ne sera pas ma vraie voix directement, mais ça va être une voix de synthèse qui va ressembler le plus possible à ma voix, avec ce que les technologies permettent actuellement. Donc, ce qui va faire que je vais pouvoir utiliser cette voix-là personnalisée dans mon appareil de communication comme une voix de synthèse. Donc, tout ce que je vais écrire, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais taper dans mon appareil de communication va pouvoir être prononcé avec cette voix-là. Donc, là, je regarde le temps. Je ne vais pas vous faire la démo. Je pourrais faire la démo tantôt si c'est pertinent avec les questions, mais je pourrais vous faire une démo de comment est-ce qu'on peut enregistrer des phrases, puis vous montrer que c'est assez simple, en fait. Puis pour faire du pouce là-dessus, je vais vous partager ici une liste. Ici, partager. Est-ce que vous voyez un tableau à l'écran présentement? Oui? OK. Donc, c'est juste pour vous donner une idée, comme je le disais, c'est des compagnies qui offrent ce service-là. Puis, chaque compagnie a son propre tarif, a sa propre façon de faire et surtout,
a ses propres langues disponibles. Donc, ce n'est pas toutes les compagnies qui offrent toutes les langues pour faire des voix de synthèse personnalisées comme ça. Donc, Mathilde, ma collègue qui vous a fait la démonstration, a fait un super tableau résumé ici. Donc, vous voyez en haut, on a les 5 grandes compagnies qui offrent ce service-là, donc Acapella, Cereproc, Speak Unique, Vocal ID, puis The Voice Keeper, qui offrent la possibilité d'enregistrer des messages pour créer une voix de synthèse personnalisée. Puis, on voit un peu la durée d'enregistrement que ça nécessite. Donc, il y a certaines compagnies qui vont demander d'enregistrer 50 phrases, d'autres qui vont demander d'en enregistrer 300, d'autres qui vont demander d'en enregistrer plus que 300. Donc, tout dépend de la compagnie. Mais donc, on vous a donné une idée ici, est-ce que c'est court ou est-ce que c'est long enregistrer les messages? Puis, vous avez le prix également. Donc, ça aussi, c'est à considérer. Puis, au final, quand on achète la voix, bien, on l'a à vie, dans le fond. Là, on l'achète puis on l'a tant et aussi longtemps qu'on en a besoin. Mais la compagnie Acapella, ici, qui est dans la première colonne, offre un service pas de location, là, mais d'abonnement par année. Donc, on peut décider d'utiliser la voix par année. Donc, c'est quand même intéressant parce que si on sait qu'on ne va pas nécessairement utiliser l'appareil de communication pendant encore plusieurs années, on peut se dire, moi, je vais y aller année par année, là, au jour le jour, puis je vais racheter ma voix tant et aussi longtemps que j'en ai besoin. Donc, c'est 135 $ par année versus 1350 pour avoir la voix au complet à vie. Donc, ce tableau-là, on enverra un PDF là, à tout le monde après la rencontre, là, que vous ayez les tableaux puis les ressources, tout ça. Ça, je trouve ça intéressant de vous le donner parce que, tantôt, quand je disais, des fois, on peut faire des démarches par soi-même, puis on ne va pas nécessairement dans la bonne direction. Là, on s'est acheté un iPad, finalement, ce n'était pas ça, puis on a acheté telle application, finalement, ce n'est pas ça qui répond à nos besoins. Mais le voice banking, c'est quand même quelque chose qui peut être fait par soi-même, là, sans un accompagnement si serré d'une orthophoniste. Je pense que l'orthophoniste peut vous coacher, vous dire, je pense que ce serait telle compagnie qui serait bon pour vous, pour telle raison, selon vos besoins. Puis après ça, vous vous asseyez devant votre ordinateur, puis vous les enregistrez, les messages. Donc, je pense que ce qui est important de dire aussi, je ne sais pas aujourd'hui qui est plus anglophone ou francophone, mais vous voyez en haut ici disponible en français, il y a seulement la compagnie Acapella et Cereproc. Et c'est davantage la compagnie Acapella là, qui offre un meilleur ratio qualité de la voix versus durée d'enregistrement. C'est assez court, puis la voix est quand même de bonne qualité. Donc, voilà pour ce que ça donne le voice banking. Je pourrais répondre aux questions par la suite. Puis là, je vais vous parler un petit peu plus de ce que c'est le message banking. Donc, banquer des messages. Là, ça va vraiment être votre vraie voix à vous, avec vos propres intonations à vous, avec vos propres façons de dire les choses, donc vraiment personnalisé. Donc, ça veut dire vous enregistrez des messages complets à l'avance. Donc, par exemple, tantôt, moi, wow, minute papillon, ça, c'est mon message à moi, c'est ma façon de le dire. Alors que si c'est dit avec une synthèse vocale, on n'aura pas le même intonation. Ou par exemple, des mots d'amour ou des bonne journée, ma chouette, ou OK, je ne suis vraiment pas d'accord. C'est sûr que les intonations vont varier, puis c'est propre à chacun de dire moi, ce serait important pour moi d'enregistrer tel message d'avance. Pas besoin, il y en a qui vont aimer en enregistrer 500, puis il y en a qui vont en enregistrer seulement 20. Ils disent moi, j'aimerais ça enregistrer quelques comptines pour mes petits-enfants ou pour mes enfants. C'est vraiment propre à chacun, mais je pense que ça vaut la peine en sachant que ça existe, parce que des fois, on ne sait pas toujours que ça existe, en sachant que ça existe, de dire, écoute, gars, je vais le faire. Je vais le faire, puis je vais enregistrer quelques messages qui sont importants pour moi. Ça, je pense que l'accompagnement d'un orthophoniste peut vraiment être intéressant parce qu'il peut vous aider à vous pister sur savoir quoi enregistrer, que vous ne vous perdiez pas d'enregistrer absolument tout, parce qu'après ça, il ne faut pas oublier que ces messages-là, il faut les retrouver, il faut les mettre dans notre appareil. Donc, si on en a enregistré trop, après ça, on peut s'y perdre dans l'appareil. Mais vaut mieux trop que pas assez. Après ça, on peut choisir aussi parmi tous les messages qu'on a enregistrés. Là. On n'est pas obligé de tous les prendre après. Fait que, je pense que le plus tôt, le mieux. Puis aussi
le message banking, enregistrer des messages, ça peut être fait de manière très simplement là, avec un magnétophone ou avec nos cellulaires, là, en utilisant l'application dictaphone ou l'application enregistreur vocal. On enregistre comme ça quelques mémos vocales de temps en temps. Ils restent sur notre téléphone. Notre orthophoniste fait une sauvegarde de ça dans son ordinateur. Ils sont au chaud, ils sont en sécurité. On les nomme, s'assurer qu'on garde le fil. Puis après ça, bien, au moment venu, ils seront disponibles pour qu'on puisse les mettre dans notre appareil. Donc, je pense que là, l'accompagnement d'un orthophoniste peut être intéressant pour ne pas s'y perdre puis nous aider là, à s'organiser là-dedans. Donc, je vais encore prendre, je pense, 7 minutes. Je pense qu'on va être correct. Je vais donc, peut-être pour démystifier un peu tout ça, vous présenter des extraits vocaux de à quoi ça peut ressembler une voix de synthèse personnalisée qui a été faite en voice banking, à quoi ça peut ressembler une voix de synthèse générale, générique qui est proposée par les applications, puis à quoi ça peut ressembler des messages banqués d'avance. Donc, encore une fois, merci Mathilde. C'est ma collègue Mathilde qui s'est prêtée au jeu d'enregistrer sa voix et ses messages. OK. Donc là, j'imagine que vous voyez comme mon explorateur de fichiers avec l'ensemble des fichiers. Parfait. Là, ce que je vais vous montrer en premier, c'est la voix de Mathilde, en fait. La vraie voix de Mathilde enregistrée dans un message. Comme ça, vous allez entendre sa voix que vous avez déjà entendue de toute façon. Donc, Mathilde, ici. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Ceci est ma vraie voix enregistrée à partir d'un ordinateur. Est-ce que vous avez entendu? OK, j'avais l'impression que j'avais perdu le contact, ce qui est le cas. C'est aussi en aide technologique, là, ça arrive des bugs et des problèmes. OK, donc là, vous avez entendu la voix de Mathilde. Là, vous allez entendre la voix de synthèse de Mathilde. Donc, Mathilde a utilisé la compagnie Acapella. Combien de phrases tu as enregistrées, Mathilde? J'avais fait 300 qui était le minimum à l'époque, mais je pense que le minimum est encore plus réduit maintenant. Je pense que maintenant, c'est à partir de 50 phrases qui peuvent créer la voix. C'est ce que j'ai vu aussi, c'est 50. Donc, dans ce cas-ci précis, la voix que Mathilde a créée, c'était avec 300 phrases. Donc, on va écouter sa voix de synthèse personnalisée. Bonjour, voici ma voix créée par Acapella, en faisant seulement la quantité minimale d'enregistrement, c'est-à-dire 300 sur un total de plus de 1000. Personnellement, je trouve que la voix ressemble beaucoup à la mienne. Donc, effectivement, moi aussi, je trouve que la voix ressemble beaucoup à la sienne. Par contre, c'est sûr que quand on utilise une voix de synthèse, puis c'est pas négatif, c'est sûr qu'on perd plus l'intonation de la parole. C'est normal, mais quand même, les voix de synthèse, maintenant, quand on met des points d'exclamation, des points d'interrogation, des points vont quand même adapter l'intonation finale de la phrase pour qu'on comprenne quand même bien le contexte. Donc là, je vais continuer à vous faire écouter des extraits. Je vais vous faire écouter, on va comparer qu'est-ce que c'est, dans le fond, un message dit avec une voix de synthèse versus qu'est-ce que c'est un message enregistré d'avance avec notre propre intonation, juste pour que vous voyez un petit peu en quoi ça peut différer là, quand on n'a pas l'intonation naturelle de la personne elle-même. Donc, on va utiliser la voix de synthèse de Louise, qui est une voix de synthèse générique qui est disponible dans le logiciel sur ordinateur que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai utilisé en contrôle à l'œil puis en balayage. Bonjour, ceci est la voix de Louise, produite par la compagnie Acapella. Cette voix a un accent canadien-français. Donc, voici Louise. Et voici Louise qui nous dit qu'elle n'a pas envie d'en parler. Oh non, j'ai pas envie d'en parler pour le moment.
Et voici Mathilde qui a enregistré d'avance cette phrase. Ah non, j'ai pas envie d'en parler pour le moment. Ah non, j'ai pas envie d'en parler pour le moment. Voici encore une fois une phrase avec une voix de synthèse. Tu me niaises-tu? Et voici un message banqué d'avance qui dit la même chose. Tu me niaises-tu? Tu me niaises-tu? Et en terminant, Mathilde, qui a un chat à la maison, trouvait important d'enregistrer d'avance un message pour son chat pour l'appeler, l'interpeller. Donc, voici ce que ça donnerait avec la synthèse vocale. Puis après, je vais vous montrer ce que ça donne avec Mathilde qui l'a enregistré d'avance. Viens ici, Mimine. Mimine. Donc, on salue Mimine à la maison. Viens ici, Mimine. Mimine. Viens ici, Mimine. Viens ici, Mimine. Donc, ça donne juste une idée un peu de quel type de messages peuvent être pertinents de conserver l'intonation naturelle, puis quel autre type de message on va être très à l'aise d'écrire au long, puis d'utiliser la synthèse vocale. Donc, dernier exemple, pour encore faire des comparaisons, voici la voix de synthèse. Bonne journée, ma cocotte. Amuse-toi bien. Bonjour, je m'appelle... Pardon. Donc, bonne journée, ma cocotte, amuse-toi bien. Donc, avec la voix de synthèse. Puis pour Mathilde. Bonjour, je m'appelle... d'en parler pour le moment. Tu me niaises-tu? Ah, je retrouve pas, je retrouve pas l'enregistrement. Je m'excuse. Je retrouve pas l'enregistrement pour Bonne journée, ma cocotte. Mais donc, je pense que vous voyez la différence entre des fois certains mots d'amour ou certaines façons précises d'appeler les gens qu'on voudrait peut-être enregistrer avec notre propre voix pour conserver plus l'aspect de chaleurosité et tout ça. Puis aussi, des fois, nos proches vont être les bonnes personnes pour nous dire « Hey, ça, tu devrais l'enregistrer. » Tu sais, il me semble que tu dis toujours, tu sais, exemple, moi, ma belle-mère, elle dit toujours « Hey, c'est fort, hein? Hey, c'est fort. » Puis elle dit toujours 2 fois. Puis ça veut dire comme « Hey, c'est donc bien c'est donc bien extraordinaire. Tu sais, c'est fort. » Ça, c'est quelque chose qu'elle a dit. C'est juste elle qui dit ça comme ça. Je connais personne d'autre qui le dit comme ça. Fait que des fois, ça s'appelle en anglais des legacy messages. C'est comme des messages que seuls nous disons à notre propre façon. Fait que ça aussi, ça peut être des messages intéressants à enregistrer. Donc, voilà pour ce qui est du voice banking et du message banking. Encore une fois, ceci n'est pas un prérequis à utiliser un appareil de communication. C'est juste une autre option qui existe. Puis j'aimerais ajouter, là, puis d'ailleurs, Mathilde, tu complètes, Carl aussi, tu complètes si vous pensez à des trucs, mais le message banking, ça peut être fait n'importe quand dans l'évolution des troubles de la parole. C'est-à-dire que même si vous avez des troubles de parole qui sont naissants, que oui, votre parole, elle est différente d'avant, mais qu'on la comprend encore, vous pouvez encore enregistrer des messages d'avance parce que ça va encore être votre vraie voix. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas pareille ou qu'elle est moins bonne qu'avant que vous ne pouvez pas enregistrer des messages. Par contre, pour ce qui est du voice banking, des fois, ça prend quand même une intelligibilité de la parole qui est minimale pour pouvoir avoir une voix de synthèse qui fait du sens. Donc, ça, vous allez le voir quand vous commencez vos essais. Ça se peut que le logiciel vous dise « Ah non, c'est trop imprécis, ça ne marche pas, on n'arrive pas à reconnaître votre voix. » Donc, c'est sûr que pour le voice banking, c'est quand même un processus qui doit être fait quand même assez tôt. Mais il existe certaines compagnies qui permettent de le faire même si l'articulation est imprécise, mais c'est juste en anglais. Puis encore là, tu sais, à quel point, on ne sait pas à quel point l'interrogation, il permet ou pas selon vraiment l'articulation. Mathilde a levé la main pour compléter, j'imagine. Oui, je voulais juste ajouter que la compagnie Acapella permet, puis je pense que c'est Réproc aussi, non pas c'est Réproc en fait, la compagnie Acapella, qui est celle que j'avais utilisée, permet d'écouter le résultat avant qu'on ait à payer pour la voix. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours l'essayer, puis si finalement la qualité de la voix ne vous plaît pas, vous n'avez aucune obligation de l'acheter.
Merci Mathilde pour la précision. Je pense que c'est super pertinent. Puis, ce n'est pas la seule compagnie qui offre ça, le preview avant achat. Fait que dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, il y a aussi cette information-là, là, à savoir si on peut l'écouter avant de l'acheter. En fait, ils le permettent tous sauf une compagnie. Donc, voilà. Puis là, ben, je vais plus terminer avec un petit peu plus les dédales administratifs, puis au final, comment est-ce qu'on peut se procurer des outils comme ça, puis comment ça fonctionne. Puis je vais regarder le chat en même temps. Donc, il y avait une question, est-ce que je demande à mon neurologue pour pouvoir avoir une référence? Fait que ça, je vais y répondre. Est-ce qu'il y a des frais pour avoir accès à ces aides? Très bonne question. Est-ce que le support vient avec la tablette? Est-ce que le support s'ajuste sur un fauteuil roulant? Excellente question aussi. Donc, j'imagine qu'on parle du support que Mathilde a utilisé tout à l'heure. Et il y a une question technique. J'ai aussi parfois du mal avec mon écriture. J'oublie des consonnes ou genre 4 lettres sur 7 dans un mot. Ils vont me comprendre? Point d'interrogation. OK. Très, très autre bonne question. Donc, avec la question plus par rapport à si j'ai des difficultés avec mon écriture, je vais y répondre dans un deuxième temps. Là, je vais répondre plus aux questions d'accès aux services, puis tout ça. Dans le fond, OK, est-ce que j'en parle à mon neurologue pour avoir accès aux services? En fait, encore une fois, mes collègues pourront me compléter. C'est sûr que je pense que oui, vous pouvez en parler à votre neurologue, vous pouvez en parler si vous avez un orthophoniste, ce qui j'espère est le cas, parlez-en à votre orthophoniste aussi. Et c'est ce que Carl nommait tantôt. Carl va être comme à la première étape, là, tu sais, va être dans l'aspect plus du départ où là, on vient de recevoir le diagnostic, on se fait un peu expliquer c'est quoi, puis on retourne aux cliniques SLA, en hôpital ou pour pouvoir avoir des suivis selon l'évolution, monitorer l'évolution, avoir de l'information pour nos prises de décision dans toutes les sphères de la maladie. Puis lors de ces rencontres-là, bien, on va rencontrer notre neurologue, on va rencontrer notre orthophoniste, on va rencontrer d'autres professionnels. Donc, je pense que oui, c'est lors de ces rencontres-là qu'il faut le demander. Puis moi, je vous dirais, demandez à n'importe qui peut vous donner accès au service éventuellement. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est une demande qui est faite par un ou une orthophoniste parce qu'ils vont vraiment bien connaître vos besoins, puis ils vont vraiment savoir vous référer pour quel type de service en aide technologique. Il y en a qui peuvent être référés plus pour le voice banking parce que c'est au début de l'évolution. Il y en a qui vont être plus référés pour un appareil de communication plus urgent parce que c'est plus tard dans l'évolution des troubles de parole. Donc, bref, l'orthophoniste peut avoir des petites informations un petit peu plus détaillées qui sont intéressantes, mais reste que le but, c'est d'avoir accès au service. Donc, je vous dirais, tout intervenant clé, quelqu'un du CLSC, votre intervenant pivot du CLSC, votre neurologue, votre médecin traitant ou peu importe, va pouvoir essayer de trouver la personne qui peut faire une demande pour vous. Parce que c'est un service qui est public. Là, nous, on travaille dans le réseau public. Donc, en fait, il faut faire une demande d'accès au service, une demande d'accès à la clinique. Puis après ça, ben, c'est envoyé. Puis nous, on reçoit ça dans nos listes d'attente, puis on traite la demande. Donc, oui, vous pouvez en parler avec un neurologue, vous pouvez en parler à votre orthophoniste ou à tout autre professionnel de la santé qui est en mesure de vous référer au service. Est-ce qu'il y a des frais pour avoir accès à ces aides? Justement, comme c'est dans le réseau public, tout ça, nous, on est là pour faire l'évaluation, les recommandations, tout ça. C'est sûr que ça, c'est un service qui est gratuit, comme quand on va à l'hôpital, ou comme quand on se casse la jambe et qu'on fait de la réadaptation dans le service public. Après coup, nous, notre travail, c'est de recommander des aides technologiques selon vos besoins, selon vos capacités, comme je le nommais tantôt. La plupart des aides qu'on va recommander vont être prêtées via ce qu'on appelle le PMATCA, qui est un acronyme qui veut dire Programme ministériel des aides technologiques à la communication. Donc, ça, c'est un programme ministériel, donc qui est dans le réseau de la santé aussi, qui va prêter des appareils, qui va prêter des applications, qui va prêter des moyens d'accès, donc qui va prêter un interrupteur, qui va prêter le système de contrôle à l'œil, tant et aussi longtemps que ça répond aux besoins de la personne et tant aussi longtemps que la personne l'utilise. Donc, en soi, ça, il n'y a pas de frais associés à ça. Puis pour la question, est-ce que le support vient avec la tablette, tout ça, bien ça aussi, c'est des choses qui peuvent être payées par différents
subventionnaires, si je peux dire, mais par différentes autres instances du réseau public, entre autres la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui, elle, va débourser pour certains, entre autres pour les fauteuils roulants électriques, puis qui va aussi débourser pour certains bras de montage qui sont accrochés au fauteuil, qui permettent de tenir l'appareil au fauteuil. Fait que ça aussi, c'est notre job de voir c'est quoi le meilleur bras de montage, comment est-ce que l'appareil va pouvoir tenir sur votre fauteuil, va pouvoir tenir sur votre table ou va pouvoir être utilisé dans tous vos contextes de communication. Mais ce n'est pas dit que certaines choses qui devront peut-être être déboursées par vous-même selon certaines règles. Par exemple, pour nommer une règle très précise, mais si vous êtes hébergé en centre d'hébergement puis que vous avez besoin d'un module spécial pour contrôler votre télé ou pour contrôler votre téléphone, ou en centre d'hébergement, comme c'est un milieu de vie et tout ça, c'est pas prêté, ce type d'équipement-là. Donc, il faut que vous déboursiez spécifiquement pour le module qui vous permet de communiquer de contrôler votre télévision, par exemple. Donc, ce n'est pas dit qu'il y a certains éléments que vous allez acheter par vous-même, mais ce ne sera pas des montants astronomiques. Là, puis aussi, des fois, en début de processus d'évaluation, on est plus dans l'exploration. La personne n'a pas encore de problème d'accès, les mains sont encore fonctionnelles, tout ça. Puis on est plus dans l'exploration. Certaines personnes vont aimer débourser 10, 20, 30 $ pour installer une application sur leurs propres appareils. Parce que souvent, quand c'est des applications sur vos propres appareils, c'est dur de vous prêter une application que vous installez sur votre tablette. Fait qu'à ce moment-là, ce n'est pas déboursé, mais si vous êtes prêt à payer ces montants-là pour une application de départ, ça peut arriver aussi. Donc, ça, c'était pour les frais. Puis un petit peu, je vous ai expliqué aussi un petit peu la démarche administrative pour ce qui est de faire des demandes. En fait, c'est nous, comme intervenants, qui rédigeons la demande puis qui l'acheminons au programme ministériel des aides à la communication. Pour ce qui est du support de tablette, encore une fois, ça fait partie de notre évaluation. Puis comme je le disais, c'est quelque chose qui va être déboursé par la RAMQ. Puis oui, ça s'ajuste au fauteuil roulant ou à toute autre chose. Là. Nous, on s'adapte à vos besoins. Excusez, je lis les questions. OK, donc une autre question plus administrative par rapport, administrative, plus pour l'accès aux services de Isabelle. Donc, est-ce qu'on peut faire une demande directement aux cliniques que vous avez mentionnées, telles Lucie Bruno et Constance Lethbridge, pour commencer un suivi? Mathilde, est-ce que tu aimerais répondre à cette question? Merci. Bonjour. Donc, oui, techniquement, c'est possible de faire une demande directement pour être suivi à la clinique d'accès aux aides technologiques. Je ne peux pas parler pour Constance Lethbridge, je ne suis pas certaine de leurs critères, mais à Lucie Bruno, c'est possible. Par contre, comme disait Marie tout à l'heure, c'est préférable d'habitude que la référence vienne d'un orthophoniste ou d'un autre professionnel de la santé pour être certain que vous soyez référé au bon moment puis pour les bons besoins. Mais puis aussi parce que c'est important d'avoir un suivi plus systématique par un orthophoniste en centre hospitalier, pour toutes les raisons que Carl a mentionnées au début de la rencontre. Mais si pour une raison, vous n'avez pas d'autres professionnels dans le réseau, oui, c'est tout à fait possible de nous contacter. Marie disait tout à l'heure qu'on allait préparer une feuille résumée avec certaines informations, dont le tableau, puis on s'assurera de mettre nos coordonnées dessus pour que vous puissiez nous contacter au besoin. Merci. Merci Mathilde. Isabelle aussi dit merci. Peut-être que je peux revenir à la question plus technique. Donc, j'ai parfois du mal avec mon écriture. J'oublie des consonnes dans mon mot. Est-ce qu'ils vont me comprendre? Là, ce que je comprends, c'est que, donc, peut-être Brigitte peut compléter. Mais dans le fond, parce que la question vient de Brigitte, ça peut être dû à différentes choses. Hein. J'oublie 4 lettres dans mon mot. Est-ce que c'est plus parce que, dans le fond, les capacités là, à se concentrer, puis les capacités langagières commencent à être un peu atteintes aussi, puis que ça peut être plus compliqué là, de vraiment comme
exploiter toutes mes ressources là, cognitives puis de concentration pour vraiment écrire aussi efficacement que je le faisais avant. Ça se peut que ce soit ça, donc que ce soit un petit peu plus au niveau comme du langage, là, mais ça se peut aussi que ce soit à cause des difficultés d'accès. J'oublie des lettres parce que j'accroche des touches ou parce que j'arrive pas à accéder à mes boutons. Fait que, ça peut être deux problèmes différents. Si le problème est plus dû à des difficultés d'accès parce que j'accroche mes touches, parce que mes touches ne sont pas assez grosses, bien, c'est sûr que ça, nous, on peut l'adapter en collaboration avec l'ergothérapeute, soit en créant des touches plus grosses, en mettant des protège-touches, en proposant un accès alternatif, comme on le disait tantôt, que ce soit avec une souris à la tête, que ce soit avec une vraie souris d'ordinateur, que ce soit en contrôle à l'œil, peu importe. Donc, si c'est plus une difficulté physique d'accès, il y a des ajustements qui peuvent être faits. Si c'est plus des difficultés langagières ou de ressources cognitives, parce que vous voyez que c'est comme des manifestations qui commencent plus à s'installer chez vous, mais c'est sûr qu'encore une fois, on va aller avec vos capacités puis vos besoins. Fait que si l'écriture n'est plus suffisamment fonctionnelle pour vous faire comprendre, parce que oui, des fois, avec un mot-clé, deux mots-clés, on peut se faire plus facilement comprendre qu'avec une parole qui n'est pas du tout intelligible. Même si nos mots-clés ne sont pas parfaits, avec le contexte, avec nos partenaires qui nous connaissent, on va s'en sortir. Mais c'est un peu la job de l'orthophoniste de dire, ben là, moi, je trouve que l'écriture, c'est même plus fonctionnel. Là, on ne comprend pas vos mots-clés, il manque trop de lettres. Peut-être que ce serait mieux d'aller vers des messages écrits d'avance. Et puis si vous êtes capable de lire, bien, vous allez pouvoir voir quel message vous voulez, puis vous allez aller le chercher d'avance. Puis si la lecture devient plus difficile, bien, on peut aussi mettre des pictogrammes ou des symboles pour vous aiguiller dans la recherche de vos messages. Fait que, ça fait partie là, de l'évaluation. Puis comme je dis, on vous prend là où vous êtes rendu, puis on vous prend tel que vous êtes, puis on essaie de trouver la meilleure solution pour vous. Donc voilà. J'essaie de revenir un petit peu en arrière. Comment accéder à l'enregistrement de cette session? Ça, je ne sais pas. Nous avons déjà répondu dans le chat. L'enregistrement serait sur notre site web. Dans quelques jours, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais c'est sûr que la semaine prochaine, ça va être sur notre site web. Merci, Kate. Puis je fais du pouce. Tu sais, tantôt, Mathilde dit, comment faire une référence? Est-ce que je peux faire une référence par moi-même? Puis Mathilde a souligné l'importance que d'être suivi de manière régulière en milieu hospitalier, en clinique comme celle où Carl travaille. Je pense que justement, avec la question ici aujourd'hui de dire oui, mon langage commence à être atteint aussi, puis je vois que j'ai d'autres manifestations, puis ça évolue vers une tendance à laquelle je ne pensais pas, ou bien, c'est sûr que d'avoir ces suivis-là, à l'hôpital, en clinique, bien, ça permet de monitorer ça, puis de tout de suite vous aiguiller, de vous orienter vers le bon service. Parce que peut-être que des fois, notre service va vous aider pour une chose, mais il ne va pas vous aider pour les autres enjeux que vous vivez. Ça va peut-être être plus un service d'orthophonie différent ou encore que ce ne sera même pas de l'orthophonie, ce sera peut-être autre chose selon ce que vous expérimentez comme enjeu. Donc, voilà, parce que aussi, je vais juste donner l'exemple, mais à notre clinique, des fois, il y a des personnes qui ont la SLA qui nous sont référées au départ, même pas pour un outil de communication, parce que, bon, la parole va bien, mais eux, c'est vraiment leur cellulaire, là. Ils n'arrivent plus à le manipuler correctement, puis ça leur empêche de prendre leur message, ça leur empêche de texter, ça leur empêche d'appeler. Donc, c'est ça le besoin prioritaire en premier. On va l'adresser, ce besoin prioritaire-là en premier, puis après ça, on pourra adresser les autres besoins aussi au fil du temps et au fur et à mesure, mais c'est pas, nos services en clinique d'accès aux aides technologiques ne sont pas exclusivement pour les appareils de communication. Comme je le disais, ça peut aussi être pour contrôler des choses de votre environnement ou vos appareils électroniques. C'est ce qui fait le tour pour moi, je dirais. S'il n'y a pas d'autres questions. Non, quoi je vois, c'est beaucoup des commentaires très, très positifs. Remerciements de Mme Rioux. J'ai beaucoup appris sur la SLA Bulbert et sur les moyens de se faire aider. Ça, c'est génial. Nous aimons ça, que nos conférences répondent à un besoin. Madame Thériault, c'est hyper encourageant de vous avoir écouté. Merci à toutes et tous de nous donner de l'espoir. C'est vraiment, nous sommes là pour ça. Oui, Madame Pauvet.
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, merci pour la conférence. Moi, je suis orthophoniste au Centre de réadaptation de Jonquière et nouvellement sur la clinique des maladies neuromusculaires et le programme d'aide à la communication. Donc, ça a été quand même très intéressant pour moi là, de voir un peu les services que vous offrez. Mais je me demandais si les professionnels se montreraient ouverts à discuter avec moi au téléphone, si j'ai des petites questions par rapport à l'offre de service puis à ce que vous utilisez. Donc, quoi je suggère, Madame Pauvin, c'est de m'envoyer un courriel à mon adresse à kbusch@sla-québec.ca et je vais mettre vous en contact avec Mathilde et Marie et Carl. Merci. Oui, en tout cas, pour ma part, avec plaisir. Là aussi, là, si on est dans le même, tu sais, juste taper mon nom, c'est comme on apparaît. Fait que s'il y a quoi que ce soit, oui, je me rends disponible avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce Puis, que, oui, oh, allez-y, Kate. non, c'est juste à demander à nos gens ici. Est-ce que vous avez des autres questions, des commentaires à partager par voix ou par clavardé? Madame Pauvin, est-ce que vous avez une autre question? Non, aussi bien, merci. Moi, je trouve que cette conférence a vraiment éclairé beaucoup de points sur la voix, sur l'orthophonie. Aussi, c'est bien que nous avons vu comment le départ avec les cliniques SLA dans un centre hospitalier et comment c'est vraiment lié à le travail dans un centre de réadaptation. Sans le travail d'un orthophoniste en clinique, ça va être plus difficile pour les orthophonistes et les ergothérapeutes en centre de réadaptation. Donc, vraiment un travail d'équipe élargir. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir d'avoir ces trois professionnels avec nous aujourd'hui pour démystifier un petit peu cet aspect de l'SLA, donc relié à la communication. Et aussi, merci beaucoup pour l'information sur le voice banking. Je sais que pour plusieurs personnes, ça c'est vraiment un enjeu important avec l'évolution de la maladie. Donc, je crois que vous avez dit, Marie, que vous partagez l'image avec nous, j'assume avec la permission de Mathilde. Et si c'est le cas, je demanderai votre permission de partager ça avec nos participantes. Merci beaucoup. Je ne veux pas... Oui, Oui, Carl, si je peux s'il me te plaît. permettre, Kate, c'est ça. Moi, je trouve ça super intéressant, en fait, dans la présentation de Mathilde puis Marie, là, tu sais, puis aussi, j'aimerais ça vous entendre, moi, sur le contexte justement, sur message et voice banking dans le paysage québécois. Comment c'est reçu, depuis quand ça se développe, comment vous voyez ça dans le moment présent, puis ce qui s'en vient. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Moi, pour ma part, là, pour vous mettre en contexte, là, c'est pas mal à peu près l'année passée où j'ai su que il y avait de l'offre un peu plus spécifique là, sur ces plans-là. Puis je trouve que c'est une avenue qui est fort encourageante, fort intéressante, en fait. L'autre chose aussi que je voulais juste, ça m'est venu à l'esprit, l'importance de travailler en collaboration, là, puis aussi d'assurer un suivi. De mon côté, là, ce que j'observe, c'est que quand la demande a été faite, puis c'est préparé, puis que les gens sont au courant de ce qu'ils peuvent aller chercher, je vois que c'est toute la différence auprès des usagers, ceux qui vont utiliser leur appareil, puis qui vont bien l'utiliser. Et c'est un petit peu comme le même contexte que, par exemple, quelqu'un qui va avoir une prothèse dentaire, s'il ne mentionne pas qu'il n'est pas confortable avec, souvent, il va ne pas l'apporter. Idem avec les aides auditives. Donc, c'est super important à partir du moment que ça soit bien, tantôt je disais une bonne évaluation, puis quelque chose qu'on peut rendre pour comme optimiser, puis répondre aux besoins. Ça fait toute la différence dans la clinique. Ceux que je vois qui ont communiqué, qui vont nommer leur orthophoniste, dans quel contexte où ils l'ont vu, puis qui savent qu'ils peuvent les revoir aux besoins pour actualiser aussi les besoins, considérant qu'il peut y avoir des changements après ça
dans les membres supérieurs, dans la dextérité, tantôt Marie mentionnait la fatigue oculaire. Il y a plein de contextes qui peuvent évoluer et c'est important de rester en contact là, avec les services et de ne pas se gêner. Souvent, moi, c'est là où je peux agir aussi, hein, c'est en revenant sur des conseils ou sur des stratégies, mais c'est mes collègues en réadaptation là, qui peuvent offrir le meilleur, en fait, en ce qui concerne tout ce qui est suppléance et aide technologique. Mais je peux agir aussi de mon côté là, pour répondre à certaines questions, mais souvent, je les relance. Je les invite en tout cas à les revoir dans certains cas, surtout ceux qui ne l'utilisent pas ou ils ne vont pas utiliser leur appareil. Puis en tout cas, c'est ce que j'observe moi dans ma pratique là, qui fait toute une différence positive. Là. Merci beaucoup. Puis ça, je voulais vous entendre par rapport au Voice Message Banking. Comment c'est né, comment ça évolue, puis où ça s'en va selon vous? Est-ce que Mathilde, tu veux débuter ou est-ce que tu veux... Oui, j'allais te proposer de répondre. En fait, en français, c'est quand même assez récent. Ça existe depuis plusieurs années en anglais, mais plusieurs années. C'est quand même, je dirais que la première fois que j'ai essayé de créer ma voix, c'était il y a peut-être 6 ou 7 ans. Puis la qualité était vraiment ordinaire. Tu sais, entre une voix de synthèse commerciale puis ma propre voix de synthèse, c'était on reconnaissait un peu la mienne, mais c'était pas si bon. Mais ça fait seulement peut-être à peu près 2 ans que c'est disponible en français, puis que c'est un prix abordable, parce qu'il y avait aussi, cet enjeu-là. Donc c'est ça pour l'historique. Puis où ça s'en va, sont en train maintenant de créer des voix à partir de voix qui sont plus intactes. Donc, il y a deux compagnies qui le font. Pour l'instant, c'est juste en anglais encore, mais on peut proposer soit des enregistrements qui viennent du passé. Donc, si quelqu'un, par exemple, avait plein de vidéos de son passé, ils sont capables d'aller chercher des caractéristiques de la voix pour recréer une nouvelle voix à partir de... Ils ont des banques de donneurs, donc ils vont chercher des caractéristiques similaires parmi leurs donneurs de voix. Donc ça, c'est une option qu'ils sont en train de recréer. Puis il y a aussi une compagnie qui offre du Voice Repair. Donc, on peut créer notre voix avec le processus normal d'enregistrement, mais là, ils vont être capables d'aller ajuster la voix pour que ça ressemble un petit peu plus à une voix naturelle. Là encore, je pense qu'ils vont chercher des caractéristiques de voix de donneur. Donc, c'est un peu vers là que ça s'en va pour les prochaines années, mais pour la suite, seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Mathilde. Marie, est-ce que vous avez autre point à ajouter? Non, je pense que ça fait le tour. Puis aussi, pour prendre une expression qui ne se porte pas bien au service d'aide, là, en relation d'aide, mais c'est l'offre et la demande aussi, là, plus au Québec, je veux dire, dans le sens que c'est pas nous, les orthophonistes en clinique d'accès aux aides technologiques, qui développons les technologies possibles là, pour enregistrer les voix. Nous, on offre l'accompagnement. Mais c'est sûr que si on a des demandes de gens qui veulent se faire accompagner, ben on va le faire. Puis, tu sais, il va comme se développer aussi une expertise. Puis plus on va le faire, ben plus sûrement on va se faire référer des gens. Tu sais, je pense qu'il y a aussi un peu l'aspect de méconnaissance. Quand on ne sait pas que ça existe, ben on ne demande pas à en avoir recours. Tu sais, fait que plus ça va se faire connaître. Puis je fais du pouce sur ce que Carl disait, la complémentarité. Bien, c'est ça, tu sais, l'aspect de timing aussi. Quand Carl voit les familles, puis qu'il leur parle des aides technologiques, bien, il sème une graine, vous en parlez ensemble, puis le processus de réflexion est déjà là, tu sais. Puis comme par exemple pour le voice banking puis le message banking, bien, c'est souvent Carl, plus en centre hospitalier, qui va pouvoir lever le drapeau puis dire, bien là, cette personne-là aimerait ça en faire ou pourrait en faire, ou tu sais, c'est pas nous, tu sais, nous, on va recevoir la demande. Fait que, il y a tout ce travail-là en amont de préparation aussi, de réflexion qui est important. Merci beaucoup. Il y a deux derniers commentaires dans le chat. Madame Thériault, Stephen Hawking, il y avait quel logiciel? Ça ne date pas d'hier pourtant. Je crois que son chose est open source à ce moment-là. Donc,
Et puis, je vais juste lire la dernière question. D'accès à un suivi, quels sont les délais moyens suite à une demande? Peux-tu que je réponde, Marie? Oui, les pour les délais? délais, oui, merci. Donc, pour les délais, en fait, les personnes qui ont un diagnostic comme la SLA sont priorisées à notre clinique. Donc, c'est certain qu'on essaie de vous voir le plus rapidement possible, mais ça peut aller dans les cas où on a trop de demandes en même temps, ça peut aller jusqu'à maximum 3 mois, mais on fait vraiment tout notre possible pour être capable de voir les gens à l'intérieur d'1 mois ou 6 semaines. Puis pour Stephen Hawking, je me rappelle plus exactement du nom de son logiciel, c'est quelque chose plus, mais effectivement, sa voix, il avait une des premières voix de synthèse qui ont été créées, mais lui, c'était pas une voix de synthèse qui a été créée à partir de sa voix. C'était une des premières voix de synthèse, un peu comme celle de Louise que Marie vous a fait écouter tout à l'heure. Donc, la voix de Stephen Hawking, c'était un ancêtre de Louise. Mais il l'a gardé pendant très, très, très longtemps parce que c'était devenu sa voix à lui, mais est encore disponible. Merci Puis aussi, beaucoup. peut-être, j'amènerais un complément d'information. Mathilde répondait pour le temps d'attente via, en fait, donc Lucie Bruno, ancienne constituante Lucie Bruno. Puis c'est à peu près les mêmes délais de ce que je comprends pour Constance Elbridge sur le territoire de Montréal. C'est à peu près dans ces eaux-là. À la clinique, là, au CHUM, donc on voit des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal. Les délais d'attente sont plus considérables à l'extérieur là, de l'île de Montréal. Et souvent aussi, il faut que les difficultés de parole, malheureusement, soient rendues sévères pour que la priorisation maximale, si on veut, là, soit activée. Donc, c'est pas le temps d'attente diffère en fait selon la situation géographique, malheureusement. Ça aussi, c'est un défi en fait dans la clinique aussi parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont vus à la clinique du CHUM, puis on va souvent m'orienter lorsqu'il y a des difficultés de parole. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on m'oriente, puis je le dis, mais c'est une question aussi de capacité, c'est de voir ceux qui n'ont pas de difficultés ou très peu de difficultés de parole, justement, pour pouvoir aborder ces nouvelles technologies-là de message banking puis voice banking, mais particulièrement le voice banking dans ce contexte-là. Le message banking, c'est extraordinaire aussi pour, comme le Marie le présentait, pour pouvoir stocker, en fait, ça aussi, il y a des particularités là, quand on vient pour aborder ça. Donc, pour quelqu'un, par exemple, dont c'est un pied tombant ou des atteintes aux jambes, puis qu'on est possiblement très loin d'avoir des atteintes de la parole, c'est donc, est-ce que je vais pouvoir avoir accès à cette personne-là? Est-ce que je vais pouvoir la rencontrer, d'une part, la rencontrer, puis après ça, bien, comment j'aborde ça aussi au tout début, parce qu'il y a d'autres défis hein, qui les touchent. Donc, mais pour ce qui concerne donc les demandes, les temps d'attente vont différer. Merci beaucoup. Il y a une dernière question de M. Boucher. Comment s'appelle l'application sur PC, s'il vous plaît? Je peux l'écrire, puis ça s'appelle Grid. C'est l'application, c'est le logiciel Grid, c'est Grid 3, parce que c'est la version 3. Voilà. Puis c'est un logiciel qu'on utilise souvent, mais il y a d'autres options aussi. Là, on vous a montré quelques échantillons aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Nous avons juste quelques minutes qui restent pour cette conférence. Donc, si quelqu'un a une dernière question, lève la main ou clavardez votre question ou commentaire maintenant. Kate, j'ai vu une question passer. Il y a Mme Wilson qui demande s'il y a des cliniques privées connues à Montréal. Ah oui, j'ai vu ça. Ça, je ne connais pas des cliniques privées de la SLA ni de l'orthophonie. Tout ce que vraiment je connais, c'est les choses publiques. Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire ou quelque chose avec ça? Ben, Mathilde, tu compléteras, mais je pense qu'effectivement, il n'existe pas de clinique comme
Ben, en tout cas, pas des cliniques comme Carl, là, où il y a vraiment toute la compétence du milieu hospitalier, puis tout ce qui est détaillé par rapport à la déglutition aussi. Là, Carl le mentionnait, toute l'imagerie là, qui peut se faire au niveau de la déglutition, puis les examens aussi plus poussés qui sont parfois nécessaires, puis toute l'expertise aussi. Développée en clinique, mais c'est sûr qu'il existe des orthophonistes au privé, dans des cliniques qui leur appartiennent ou dans des cliniques privées, qui peuvent peut-être offrir des services pour de l'évaluation, pour plus la suppléance à la communication, là, pour des applications, tout ça, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas, entre guillemets, l'infrastructure qu'on a là, au niveau de l'évaluation conjointe en ergothérapie, pour les modes d'accès alternatifs, tout ça. C'est sûr que ça aussi développé comme ça, ça n'existe pas là, à ma connaissance. Ah. Merci beaucoup. Mathilde, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à... Non, moi non plus, je ne connais pas de clinique privée. Puis, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, j'ai l'impression que justement le bénéfice du réseau public là-dedans, c'est que c'est des services qui sont intégrés. On communique avec le milieu hospitalier. Nous, en orthophonie, on a aussi des collègues ergothérapeutes qui sont vraiment essentiels pour qu'on puisse offrir les services de suppléance à la communication. Donc, c'est vraiment un travail interdisciplinaire. Puis, ça serait peut-être un peu plus difficile à offrir dans un milieu privé. privé? Oui, Oui. je suis d'accord. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de Mme Bélanger, Mme Wilson, merci. C'était juste pour parer au problème de délai au service. Oui, je comprends. Mais pour Donc, les délais de service, c'est sûr que s'il y a des urgences, donc quand je disais tout à l'heure, ça peut aller, on essaie de répondre le plus rapidement possible, mais dans les cas où il y a vraiment des urgences, on a une certaine flexibilité. Donc, si quelqu'un est en bris de communication puis qu'il n'y a plus aucun moyen de communication possible, c'est sûr qu'on va répondre le plus rapidement possible. merci pour votre commentaire, Mme Thériault. Peut-être la prochaine fois que vous visitez votre clinique SLA, demandez de voir l'orthophoniste. C'est midi, donc c'est l'heure de termination pour cette conférence. Je veux remercier toutes les personnes qui avaient participé dans cette conférence, spécialement nos conférenciers, M. Carl Larocque, Mme Marie Gagnon-Brousseau et Mme Mathilde Lavoie. Donc, je vous souhaite tout le monde un très bel après-midi et cette conférence serait sur notre site web dans un délai très court. Bonne journée tout le monde. Au revoir.